Donc, je vous propose qu'on commence ce séminaire. Déjà, merci beaucoup à tous d'être venus et je vais laisser la parole à Philippe Guédu, donc chef du service Scott, pour introduire ce séminaire. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc Philippe Guédu, chef du service connaissance du territoire. Voilà, comme ça, on se donne un acronyme de moins. Voilà, donc bienvenue à toutes et à tous pour ce séminaire de l'observation territoriale. Alors, c'est le premier du nom puisqu'il prend le relais, effectivement, notamment des ateliers cartes et données qui vous étaient proposés les années précédentes. On est très heureux de vous voir si nombreuses et si nombreux. Déjà, à ce stade, on est 70 et ça grimpe participants. Et vous avez été plus de 160 voilà, vous inscrire pour ce séminaire. Donc, ça nous conforte effectivement dans l'organisation de ce type de rendez-vous. Qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie régionale pour la connaissance du territoire et des travaux du réseau de l'observation territoriale que la région Sud et les agences d'urbanisme de la région coordonnent chaque année ensemble. Pour la région, la production de connaissances se doit d'être partagée, appropriée, mise en débat pour qu'elle contribue le plus efficacement à alimenter, nourrir l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques à toutes les échelles. Voilà, donc c'est pour ça que la participation et enfin votre participation et votre implication, voilà, représentant de tous ces niveaux territoriaux est pour nous effectivement très important. Donc c'est dans ce sens qu'a été initiée en 2022 la stratégie régionale de la connaissance au service des territoires. Voilà, ça n'est pas qu'une appellation, c'est vraiment une orientation, un objectif. Et cette stratégie s'est prolongée cette même année 2022 par la création avec nos partenaires de l'État, l'INSEE et l'IGN, de la plateforme connaissance du territoire, puisque notre objectif, c'est effectivement de faire vivre ensemble un service public de la connaissance. Donc ces séminaires font partie du programme de rencontre de la plateforme connaissance du territoire. Ils sont construits avec les agences d'urbanisme de la région. Juste pour dire un mot d'un partenariat qui est fécond entre la région et les agences d'urbanisme depuis maintenant 10 ans. Alors c'est un partenariat qui n'est pas aussi ancien que les agences dont nous savons et nous saluons, notamment celle de l'ODA Toulon-Var et l'ORAB Avignon-Vaucluse qui fêtent cette année leurs 20 ans. Mais qui s'inscrit voilà, dans une belle durée. Et voilà, on en profite vraiment pour remercier les agences, la gamme plus spécifiquement pour ce séminaire de l'observation territoriale, pour leur implication. Ces séminaires sont une des déclinaisons de la palette de temps de rencontres, de travail, de co-construction, de partage, de valorisation qui est au cœur de la plateforme connaissance du territoire, je le disais, pour déployer un service public de la connaissance qui, pour nous, va de la donnée aux études. Juste pour vous dire un mot, nous avons poursuivi en 2024 le cycle qui a été initié en 2023 des rendez-vous territoriaux, puisqu'effectivement, au cœur de la plateforme, au cœur il y a les territoires, il y a vous, il y a les besoins des acteurs. Et donc, ces rendez-vous qui se sont, en 2024, traduits par trois temps, le 11 juin à la Lande-les-Morts et puis le 25 septembre à Cavaillon et le 11 octobre à Nice, dans un contexte qui, effectivement, que vous avez connu de la fin du premier semestre qui nous a amené à aménager ces rendez-vous territoriaux sont pour nous le temps, à partir de l'identification des besoins, de la mise en œuvre concrète de groupes de travail thématiques, et c'est notamment un des groupes thématiques qui a trait à la base de données vélo régionale, et d'ailleurs un certain nombre d'entre vous voilà, qui vous êtes inscrits à ces groupes de travail thématiques. Voilà, c'est dans ce prolongement que vous avez été invités, qui sont permis de vous inviter et de vous partager ce rendez-vous
Et donc là, nous sommes quelque part à un deuxième temps fort de ce groupe de travail thématique sur la base de données vélo, puisque son lancement a été fait le 13 septembre dernier, voilà, en lien avec la Direction générale Transport, Mobilité et Grands Équipements de la région, mais également de nos partenaires de l'IGN et de la société Immergis, qui est impliqué aux côtés de la région pour développer ce projet. Voilà, avant de passer la parole à Julien Dario, donc qui est le responsable de l'unité plateforme et qui va vous présenter plus avant à la fois les objectifs et le déroulé de ce séminaire, je vous donne rendez-vous mardi prochain. Vous aurez une petite diapositive dans le courant de ce séminaire pour la journée régionale connaissance et avenir du territoire, donc mardi prochain, le 26 novembre, à l'hôtel de région et qui aura comme fil conducteur coopération et réciprocité territoriale au cœur de la planification écologique. Voilà, donc nous co-organisons avec nos partenaires de l'État, de l'INSEE et de l'IGN. Donc voilà, je nous souhaite un riche et fructueux séminaire et le nombre de participants continue à grimper. Donc, Julien, à toi pour présenter son déroulé. Merci beaucoup, Philippe. Donc, en deux mots, donc, ces séminaires d'observation, bon, leurs objectifs sont généralement quand même de confronter finalement des points de vue sur une thématique à fort enjeu. Donc là, la question finalement on va dire des inventaires, des bases de données vélo pour la mise en œuvre en fait, des politiques sectorielles, notamment du plan vélo, et l'ensemble de la palette finalement de politiques autour des mobilités douces et actives en matière aussi de décarbonation. Donc, on le sait, c'est un grand enjeu. Et ce grand enjeu, finalement, il est quand même très fortement illustré. Il y a un grand enjeu, mais finalement, derrière ce grand enjeu, on a aussi un impératif d'inventaire, de diagnostic, finalement, de l'existant pour mieux planifier, pour mieux produire ces politiques stratégiques. Mais on aura plusieurs présentations qui l'illustreront bien. Si je peux passer peut-être à la slide suivante. Philippe faisait un lien finalement avec le groupe de travail qu'on a lancé cette année sur la remise à plat, hein, si vous passez l'expression, des bases de données vélo en région, donc une démarche que nous portons au niveau régional. Donc ça, je vous ai remis les liens dans la discussion si vous souhaitez plus d'informations sur ce groupe de travail, mais dont Ségolène reparlera plus en avant, ainsi que Samuel Masson de la société Immergis. Si tu peux passer peut-être encore à la slide d'après, comme ça Donc voilà, donc sur le programme assez rapidement, donc là finalement ce qu'on verra aujourd'hui, donc on aura plusieurs interventions, donc on a défini 3 temps, quelque part qui suivait une forme, si vous nous passez l'expression d'entonnoir, hein, quelque part un petit peu territorial, qui partait finalement de la démarche régionale, donc on vous présentera un tout petit peu, tant sur ces aspects stratégiques que méthodologiques. Donc Ségolène Chignard, qui est chargée de projet politique cyclable à la direction des infrastructures et des grands équipements à la région, ainsi que Samuel Masson de la société Immergis, avec qui nous travaillons sur ce sujet. Un deuxième temps, plus à une échelle métropolitaine, hein, quelque part, qui sera assuré par Vincent Meillard, chef de mission observatoire mobilité durable, infrastructure et voirie à la métropole Aix-Marseille-Provence, ainsi que Vincent Tinet, chef de pôle mobilité à la gamme. Et enfin, un dernier temps sur Parole d'acteur, qu'on a dénommé Parole d'acteur, qui sera assuré par le collectif Vélo en Ville et notamment Cyril Pimentel. Et j'anime ce séminaire avec Alexandre Stob de l'agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise, de la gamme. Oui. Et puis, écoute, je pense qu'on peut, voilà, si tu souhaites dire 2 mots peut-être, mais je vous propose qu'on démarre. Oui, bonjour à tout le monde. On va avancer. Je te propose, Julien, pour qu'on reste dans notre timing. Moi, je vais me permettre, je suis un peu le gardien du temps, donc je vais me permettre pour les intervenants de vous prévenir 5 ou 2 minutes à l'avance pour qu'on reste dans le timing et qu'on finisse bien à midi comme prévu. Et pour les personnes dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on s'en fera le relais auprès des intervenants. Voilà, on peut laisser la parole à Ségolène puis à Samuel pour nous présenter leurs interventions. Si le partage d'écran fonctionne, c'est OK. Merci. Ségolène, c'est à toi. Ton micro est éteint, ouais. Oui, ça y est, j'ai branché le micro. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Donc, je vais commencer à vous... merci pour l'invitation pour présenter justement ce beau projet
de constitution de la base de données régionale vélo, qui comprend, quand on parle de base de données, on parle d'aménagement, d'équipement et même de services cyclables qui vont se retrouver dans cette base de données. En quelques mots, la genèse du souhait de la région d'établir cette base de données, elle s'est concrétisée en 2023 lorsque la région a voté son plan vélo et sa stratégie pour 2024-2028. Et ça fait suite à des ateliers qui ont eu lieu dans les 6 départements où la direction à laquelle j'appartiens, la direction des transports, a fait le tour des acteurs, que ce soit des collectivités, des associations, parfois des représentants aussi de parcs naturels régionaux, pour voir comment mieux développer la pratique du vélo. Donc ce plan vélo s'est traduit par 5 axes que vous pouvez lire dans cette slide. Et le 5e axe, ça consiste à améliorer l'information vélo en région pour tous les usagers, par notamment l'établissement d'une base de données vélo régionale. Il y a d'autres actions dans cet axe. Par exemple, ça peut être aussi une meilleure info sur l'accès au financement. Mais cette base de données vélo, à l'échelle régionale, tous les acteurs constataient qu'elle manque, puisqu'on a une multitude de données, mais elles ne sont pas forcément soit fiables, soit équitablement accessibles suivant le secteur de la région. Donc, on a inscrit cette action et donc la région a souhaité, c'était une des priorités, puisque pour bien aussi développer la pratique, il faut aussi bien connaître l'existant, ce qui n'est actuellement pas le cas en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, que ce soit à l'échelle régionale, mais aussi parfois à l'échelle locale. Donc cette base, elle va s'adresser à l'ensemble des acteurs publics et privés qui utilisent des données vélo pour exercer leur mission, que ce soit des collectivités, des agences d'urbain, des services de l'État, des chambres consulaires, qui peuvent aussi travailler avec des zones d'activité pour améliorer l'accessibilité de zones d'emploi, par exemple. Ces données aussi serviront pour des applicatifs ou sur des plateformes qui utilisent OpenStreetMap. Imergis, à qui je passerai la parole, Samuel Masson plus particulièrement, vous expliquera comment se traduira cette base, mais en 2 mots, il y aura à la fois une base régionale et une base sur OSM. Et donc, ces applicatifs permettront de fiabiliser, par exemple, les itinéraires qui sont proposés dans les calculateurs d'itinéraires, de fiabiliser aussi le système d'information billettique régional qui intègre un calculateur d'itinéraire. Et voilà, donc vous avez effectivement, il y a la BNAC aussi, qui est une des plateformes importantes sur laquelle il faut que les données de la région soient mieux renseignées et qualifiées. Donc évidemment, incidemment, ces données serviront à améliorer le service aux cyclistes. Et donc, en synthèse, ces informations se retrouveront sur le portail Connaissance du territoire, sur OpenStreetMap et aussi sur la BD Topo, puisque c'est quelque chose qui a émergé avec le travail entre nos 2 directions. Vu les partenariats avec l'IGN, il s'est avéré évident que le travail qui va être fait de recensement, de collecte de la donnée puisse alimenter la BD Topo de l'IGN. Donc, les objectifs, excusez-moi, hop, voilà, j'ai sauté une slide. C'est fournir à tous les acteurs du vélo, y compris les pratiquants, donc des données. Pour les porteurs de projets que sont les collectivités maîtres d'ouvrage, ça permettra de mieux connaître les infrastructures existantes, de suivre leur avancement, puisque c'est vrai que, par exemple, les élus nous demandent aussi parfois de voir la progression, de voir l'efficacité des investissements qui peuvent être conduits. Ça peut permettre aussi de mieux programmer les autres aménagements en fonction de l'existant, de ce qui se passe chez les voisins, de la typologie des aménagements qu'auront réalisé les collectivités voisines. Et ça peut aussi permettre un échange de bonnes pratiques en concevant des aménagements plus réglementaires et sécurisés. Pour la région, comme je l'évoquais précédemment, on est autorité organisatrice de la mobilité et on se doit
d'améliorer le parcours usager, que ça soit donc pour ces modes actifs, mais pour ces modes actifs seuls ou combinés à des transports en commun, et notamment les services que nous proposons en TER, en LER ou les services de cars interurbains. Donc l'idée, c'est vraiment d'améliorer la fiabilité aussi des itinéraires qui sont proposés, de suivre et d'évaluer notre politique et de capitaliser pour établir un géocommun régional partagé en open data. Excusez-moi, ça défile très vite les slides. Donc voilà, en synthèse, c'est vraiment que tout le monde ait à disposition des données vélo exhaustives, qualifiées, puisqu'il y a nécessité parfois de qualifier la donnée. Et évidemment, on a en tête qu'il faut aussi que cette base de données soit mise à jour à toutes les échelles, locales et régionales. Donc, un accès équitable pour qu'un territoire, par exemple, qui n'a pas de SIG, qui n'a pas forcément d'ingénierie, ait aussi, évidemment, un accès, une donnée exhaustive et qualifiée aussi. Et ça sera un outil aussi d'évaluation de nos investissements et de la progression à l'échelle régionale des investissements en lien avec notre plan vélo, mais aussi le plan vélo national qui a des ambitions en termes de part modale. Donc là, je vous ai mis un peu des illustrations de ce que permettra cette base de données qui sera à la fois sur connaissance du territoire, mais aussi qui viendra compléter OSM. Donc c'est évidemment visualiser les aménagements, les équipements et les services vélos existants. Ça sera aussi un outil de coordination, de programmation d'aménagement, puisqu'il y aura ça peut être un lieu aussi de dialogue entre les partenaires, que ce soit entre les associations et les collectivités ou entre plusieurs collectivités sur un même territoire. Évidemment, localiser des stationnements vélos partout en région et fiabiliser les calculateurs d'itinéraires. Mais il y aura d'autres applications. Samuel Masson d'Imergis, qui est le bureau d'études que la région a mandaté pour réaliser ces bases de données et compléter l'existant, va vous présenter dans le détail sa mission, mais dans les grandes lignes. Donc la mission, elle a commencé, il y a eu un lancement officiel le 13 septembre, jusqu'à la fin de l'année. Imergis contacte les collectivités, les agences d'urbanisme, parfois les associations qui ont de la donnée pour récolter les données sur la base qui existent au sein de ces structures. Il y aura des relevés complémentaires terrain. Au premier trimestre 2025, il y aura aussi contact avec des collectivités de plus petite taille, puisque je ne l'ai pas dit, mais les contacts prioritaires sont a priori les gros contributeurs, que sont les départements, éventuellement des DTM, métropoles et communautés d'agglo, agences d'urbain. Donc, jusqu'à mars-avril 2025 de la collecte, complétée d'arpentage terrain, là où il n'y a pas de données, où la donnée est peu qualifiée. Et en parallèle, cette donnée sera mise à disposition de l'IGN pour que la BD Topo soit complétée avec cette collecte de données. Et Imergis, lui, publiera cette donnée sur OpenStreetMap. Pour compléter la donnée et surtout pour sensibiliser des territoires, on a prévu dans la mission que soient réalisées 6 cartoparties qui seront un moyen aussi de sensibiliser et peut-être de commencer à identifier des partenaires sur le terrain qui pourront à terme contribuer à la mise à jour dans les années à venir. Et en plus de ces cartoparties, il y aura de la formation à compter d'octobre 2025. Il est prévu, donc la livraison de cette base de données qualifiée et exhaustive, elle est pour septembre 2025. On a prévu une année de mise à jour effectuée par Imergis, mais dans cette année-là, il va falloir aussi qu'on trouve, comme je l'évoquais, des référents territoriaux pour que cette mise à jour, elle soit pérennisée. Et donc, ça sera de la formation à OSM, notamment.
Et pour terminer, donc voilà, là c'était une synthèse de la façon dont on sollicite les contributeurs. Donc soit c'est un dépôt des données directement sur un lien mis en place par Imergis ou des rendez-vous aussi dédiés avec Imergis. Lors du lancement le 13 septembre aussi, on vous a proposé de participer à la constitution du modèle de données qui va être présenté dans le détail par Imergis. Et ensuite, c'est vrai que c'est un travail, même si la région finance cette prestation, on attend aussi des acteurs locaux qui partagent leurs données, à la fois de 2024 à 2025, mais aussi à terme pour la suite de la mise à jour. Donc les résultats attendus, ça sera une base de données dont les champs prioritaires auront la garantie d'être complétés. Peut-être qu'il va falloir, j'en discuter avec peut-être quelqu'un, oui, Vincent Meyer, qui va vous présenter le travail de la métropole. Il va falloir peut-être que cette base de données et le standard régional, à terme, il va peut-être aussi évoluer, être simplifié pour avoir la garantie que les champs qui intéressent tout le monde et dont vous avez besoin soient complétés. Donc ça, c'est quelque chose sur laquelle il va falloir qu'on soit vigilant. C'est une façon aussi d'avoir une culture partagée sur le partage de données et sur aussi l'utilisation de ces données vélo pour programmer des aménagements et travailler entre maîtres d'ouvrage. Et donc voilà, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'idée c'est vraiment qu'elles servent à tous. C'est pour ça qu'on a fait le choix de l'open data. Et enfin, il faut qu'on trouve après 2025 cette organisation pour une mise à jour pérenne. Donc voilà. Et je passe la parole à Samuel Masson, qui représente le bureau d'études Imergis, que nous avons choisi pour établir justement cette base de données et qui travaille pour la région sur une durée de 2 ans. Je vous laisse la parole. Merci. Merci. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Ça part mal? Oui, c'est bon, Oui, c'est bon, oui. t'entends. Ah, c'est bon. Oui, très bien. Ok, je croyais que j'étais seul. Alors, du coup, en complément de cette présentation, je vais rentrer un peu plus dans le détail, on va dire, sur le plan technique, sans être trop pompeux. Finalement, donc, cette mission, elle reprend 4 étapes principales. La première, c'est l'établissement du standard régional. Donc, c'est toute cette activité qui a consisté à élaborer un modèle qui soit à la fois générique et qui colle aux standards nationaux, mais qui réponde également aux besoins de la région et des différents contributeurs et gestionnaires de données sur le territoire. Une deuxième étape, d'une étape de compilation des données existantes qui doivent permettre finalement de collecter les données auprès des différents fournisseurs de données, de faire du terrain et de les mettre en forme pour qu'elle colle aux standards qui auraient été élaborés en amont. Une troisième phase de publication qui vise d'une part à mettre à disposition les données dans la base données régionale, mais également de les mettre à disposition de l'IGN et de les publier dans OpenStreetMap pour in fine les retrouver dans la base nationale des aménagements cyclables dans la BNAC. Et puis une dernière étape que je renomme le renforcement des capacités, qui a pour vocation à trouver le chemin, voilà, ce que disait Madame Chignard, c'est-à-dire de faire en sorte que la mise à jour soit pérenne. Moi, quand je vais recevoir le dossier, il soit pérenne sur le. Attention, quelqu'un a son micro d'allumé. Voilà, soit pérenne. Donc le renforcement des capacités qui doit permettre de faire une mise à jour pérenne, enfin pérenniser la mise à jour de la base sur le long terme. Alors, pour cette première étape, l'établissement du standard régional, donc c'est une étape qui est quasiment finalisée, même s'il y a une certaine ouverture sur une évolution, mais grosso modo, il y a une inspiration. Le modèle du standard régional est largement inspiré des référentiels nationaux, que sont la BNAC, donc la base nationale des aménagements cyclables. On s'est inspiré également du géostandard Covadis pour les véloroutes et voies vertes, et également de la BD Topo qui a des attributs prévus pour les aménagements cyclables. L'idée, simplement, on s'en distingue sur certains attributs. On va peut-être rentrer plus en détail, je vais revenir un petit peu dessus. L'objectif, c'est que ce standard régional réponde donc
aux objectifs de la région, notamment en matière de calcul itinéraire. Donc, ça pose des questions en termes de géométrie et de connectivité de tous ces aménagements. Qu'elles prennent en compte également les équipements et services, par exemple, qui sont des thématiques qui ne sont pas intégrées dans la BNAC, et puis potentiellement qui intègrent les besoins particuliers des gestionnaires, d'où les rencontres et les échanges que l'on a en ce moment avec les différentes collectivités. Donc, une approche en 2 temps, une approche comparative, on compare tout ce qui s'est fait en termes de géométrie, en termes de table, d'attributs, d'occurrences autorisées. Et on a généré un standard V1 qui est aujourd'hui disponible et consultable sur Expertise et Territoire, sur la page dédiée au projet. Et il y a une deuxième étape, un appel à contribution sur lequel les différents contributeurs peuvent venir ajouter des valeurs possibles, ou des champs, ou des tables. Donc, l'idée étant de produire un standard fixe sur lequel nous, derrière, dans la phase de compilation de données, on va pouvoir s'appuyer, que la liste des champs, des tables et des valeurs soit arrêtée définitivement, on va dire. Même si, comme disait Madame Chignard, il n'est pas exclu que le standard évolue à moyen terme. Une petite information complémentaire sur le standard, puisque c'est quelque chose qui ressort pas mal dans les différents échanges. Il s'agit d'une base de données patrimoniale, c'est-à-dire une base de données d'usage, ce qui signifie que nous, on va s'intéresser à l'aménagement en lui-même, et pas, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'une piste cyclable, est-ce qu'elle est en enrobé, est-ce qu'elle est en bon état, est-ce qu'elle est bien connectée au reste du réseau. On ne va pas s'intéresser aux informations, par exemple, d'usage, au comptage, à la fréquentation des 10 aménagements. On est sur une base de données qui se dit patrimoniale. Dans le même ordre d'idée, on ne va pas s'intéresser aux itinéraires balisés ou aux boucles cyclotouristiques, mais seulement aux aménagements qui constituent ces itinéraires balisés. À tel endroit, vous avez un sens unique, etc. Alors, pour aller rapidement, en synthèse, finalement, à quoi ressemble le standard régional. Vous avez la table principale des aménagements cyclables, dans laquelle on va reprendre les principaux attributs de la BNAC, donc le type d'aménagement, une piste, une bande, etc., le sens de circulation, unidirectionnel, bidirectionnel, la position sur chaussée, sur trottoir, à droite, à gauche, le gestionnaire, une information très importante et qu'on essaye de récolter. Est-ce que l'aménagement est géré par le département, par la commune ou par la CA, par exemple, le matériau et la qualité qui doivent permettre de donner des indices de sécurité sur l'aménagement. On s'autorise soit à numériser l'aménagement en site propre, c'est-à-dire qu'il ait sa propre géométrie, donc une piste cyclable aura sa propre ligne, soit à être en attribut d'un référentiel de voie qui est actuellement utilisé, par exemple, par la collectivité. La mise à jour, enfin comment dire, la chose qu'on va ajouter dans ce standard régional, ce sont tout ce qui concerne les connexions matérialisées et non matérialisées, puisque un des objectifs étant de faire du routing, c'est-à-dire de la navigation, on va faire en sorte, dans les jeux de données qu'on va recevoir et qu'on va compiler, de bien connecter l'ensemble des aménagements entre eux, de façon à pouvoir calculer des itinéraires. Deuxième table majeure, le stationnement cyclable, dans lequel on va regrouper, qui ressemble de près ou prou en fait, au standard également national du stationnement cyclable, où on va indiquer le type, la localisation, la capacité, notamment donc le nombre de places, est-ce qu'il est surveillé, est-ce qu'il est couvert. Et puis la troisième table, très rapidement, c'est qui va regrouper tous les équipements et services qui vont donc du coup des vélocistes, des magasins de réparation, de la maison du vélo, à la station de réparation autonome ou aux fontaines et autres équipements de ce type-là, en écartant tout ce qui est des équipements purement touristiques. On est vraiment dans des services dédiés aux cyclistes. Quatrième table qui n'apparaît pas, en 2 mots, c'est tout ce qui concerne les zonages, notamment pour identifier si l'aménagement est en zone agglomérée, entre B10 et B20, en agglomération, ou hors agglomération, si on est en zone de rencontre, etc. C'est une information qui sera soit dans une table séparée, soit en attribut de l'aménagement cyclable à proprement parler. C'est un élément qui reste encore en discussion à ce jour. Phase 2, compilation des données existantes. Le schéma doit représenter, en fait, grosso modo, quelle est notre approche. Dans l'idée du projet, c'est on récupère toutes les données qui sont existantes, notamment dans les bases de données nationales et dans les différents open data, dans les différents portails qui existent. On vient les aspirer et les trier et les analyser individuellement. Deuxième source de données, c'est celle des collectivités territoriales. Donc, c'est les différents entretiens qu'on a commencé là au mois de novembre. Certains d'entre vous qui sont connectés ont déjà été rencontrés, d'autres vont être rencontrés, des rendez-vous ont été pris, pour venir en fait analyser, poser la question de savoir quelles données
existent aujourd'hui et quelles sont celles qui pourraient servir à la base nationale régionale et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et puis la troisième source de données potentielles, c'est les arpentages terrain et Panoramax, c'est-à-dire finalement d'aller faire du terrain, d'aller collecter de l'image pour venir alimenter la base de données à court terme ou à long terme. L'idée est de compiler tout ça et de le mettre dans cette fameuse base régionale qui servira ensuite de diffuser les données vers l'IGN, vers la BD Topo d'IGN et vers OpenStreetMap et in fine vers la BNAC. Et ce qui n'est pas représenté dans ce schéma, c'est que finalement derrière, une fois que les données seront dans la BD Topo d'IGN et dans la BNAC, elles seront renvoyées finalement à la fois vers les bases de données nationales et les open data et vers les données des collectivités, vers les bases de données des collectivités territoriales. Dans le détail, les principaux jeux de données, donc aujourd'hui, la liste est en train de s'étoffer progressivement, mais grosso modo, on aspire les données de la BNAC, qui ne proviennent pas d'OpenStreetMap. C'est par exemple, on a appris que par exemple la ville d'Aix-en-Provence a déposé elle-même ses données sur le portail sur la BNAC. Donc on récupère l'ensemble de ces données-là, toutes les données qui ne viennent pas d'OpenStreetMap. On récupère également les données de la BD Topo de l'IGN. Et on vient récupérer au cas par cas des données, notamment les données Apidae pour les équipements touristiques, en tout cas certaines, les données Zoo pour le stationnement, notamment en gare, et puis des données de certaines associations, notamment en termes d'ARSO, de certaines associations qui font sur certains secteurs de la région le relevé des ARSO, etc. Donc on vient chercher au cas ponctuellement des données à gauche à droite. Donc on est en train d'élargir ces différentes sources de données pour constituer en fait la base de données initiale. Les collectes de données auprès des acteurs locaux, donc je ne reviens pas dessus, mais finalement l'idée c'est de fonctionner par d'aller rencontrer d'abord les acteurs qui couvrent les plus larges, on va dire, donc les départements, puis les métropoles, les agences urbaines, puis les CA et enfin les comités de communes et les communes. Donc fonctionner de manière un peu pyramidale, c'est-à-dire par les structures les plus élargies. On met à disposition un lien de dépôt qu'on pourra repartager, qui se retrouve sur Expertise et Territoires, et on réalise ces entretiens individuels. L'objectif ici donc, de ces entretiens individuels, c'est d'identifier quelle est l'autorité organisatrice, qui est AOM, qui produit des données, est-ce qu'il y a des projets en cours, notamment des schémas directeurs cyclables, est-ce qu'ils ont été finalisés, quand est-ce qu'ils le seront, donc potentiellement quand est-ce qu'on pourra récupérer un certain nombre de données sur l'existant et sur le projeté. Qui est gestionnaire de voirie, et éventuellement d'essayer de lister des contacts complémentaires qui peuvent être associatifs notamment, qui pourraient être intéressants de rencontrer à cette phase de projet, parce que l'on sait que ces associations possèdent éventuellement des données. Donc ça, les rendez-vous sont en cours. On prévoit de rencontrer les acteurs majeurs d'ici au 20 décembre. J'arrive plus à passer la slide d'après. C'est bon. Samuel, je me permets, il reste 5 minutes afin qu'on puisse échanger sur les questions-réponses. Ok, j'accélère. La nature des données collectées, là par contre, je vais prendre un tout petit peu de temps. Aujourd'hui, il est évident qu'en termes de données, nous, ce qu'on souhaite, ce sont ce qu'on va privilégier, ce sont les données SIG, donc les données vectorielles. Donc ça peut être des données SIG, donc en shapefile, en geopackage, etc., ou des exports PostGIS, pourquoi pas. On va aussi être très preneur des données AutoCAD, des données vecteurs qui peuvent être, nous, converties, éventuellement des données XML, JSON, etc., KML, Google Earth. Dans une certaine mesure, on s'autorise à traiter des données raster, c'est-à-dire PDF. C'est-à-dire si finalement on sait qu'on a un document, des cartographies, on ne sait pas où sont les données vectorielles, on n'a que les données PDF, la carte, nous, on pourra proposer de numériser la donnée à partir du moment où elle est suffisamment précise. C'est-à-dire on est capable de savoir que tel aménagement est sur telle rue, même si on ne sait pas forcément de quel côté de la rue elle est. Pourquoi ça passe plus? L'arpentage terrain, très rapidement, c'est pourquoi? L'objectif, c'est de pouvoir faire des relevés sur des secteurs qui le nécessitent, c'est-à-dire où on sait qu'il y a des aménagements cyclables, mais on n'a récupéré aucune donnée. Donc à ce moment-là, on va y aller pour faire un relevé image. Ça peut aussi servir à venir compléter des données qui sont imprécises. Admettons, on reçoit un jeu de données, mais on n'est pas capable de savoir si on est à droite ou à gauche de la voie. C'est un problème qui nous a déjà été remonté. À ce moment-là, mais on sait qu'il y a une piste cyclable. À ce moment-là, potentiellement, aller faire un relevé là-bas pour venir préciser, qualifier, compléter la donnée et préciser sa latéralité.
À noter que toutes ces relevés sont faits avec un capteur image, potentiellement 360, et que donc ces images seront déposées sur Panoramax et donc mises à disposition de tous sur le long terme. Compilation des données existantes. Donc, grosso modo, c'est le travail qui a déjà été initialisé. C'est on récupère l'ensemble des données, on les met en forme dans le standard régional, on les date, on vient préciser qui est le producteur de données. On crée une moulinette, un script qui doit permettre en fait de faire ce travail de conversion et de ne retenir dans la base de données régionale que les éléments qui nous intéressent. On va insérer un certain nombre de métadonnées dans chacune des lignes. Notamment si on récupère un jeu de données avec un identifiant qui fait référence à un référentiel local, cet identifiant-là sera maintenu dans la base de données régionale de façon à que lorsque cette base de données sera consommée par une collectivité, elle puisse faire la jonction entre ces données et entre sa propre base et les données de la base de données régionale. Alors je passe rapidement. Diffusion auprès de l'IGN. Donc là, c'est l'IGN qui va venir, on va ouvrir un accès à l'IGN, à la base régionale, et elle va elle-même venir aspirer les données qui l'intéressent pour les mettre à jour, notamment les champs cyclables droite et gauche et les champs cyclables droite et gauche, sur la base donc, des données qui auront été qualifiées. Ensuite, la publication dans OpenStreetMap. L'objectif ici, c'est une fois qu'on aura tout chargé en base de données régionale, c'est de venir superposer avec les données, la base de données OSM et d'observer les différences. De voir finalement, est-ce que la donnée sur OSM est à jour? Auquel cas, on va indiquer dans la base de données régionale qu'il n'y a rien à faire, l'objet est OK. Si la base de données OSM est incomplète ou elle est obsolète, à ce moment-là, on va mettre à jour l'objet directement dans OpenStreetMap et faire un alignement entre la base régionale et la base OpenStreetMap. Si c'est le cas contraire, c'est-à-dire si c'est la donnée OpenStreetMap qui est à jour et pas la donnée qui est dans la base régionale, auquel cas, on supprimera la donnée de la base de données régionale. Et à la fin du projet, il y aura une moulinette qui permettra d'aspirer avec la BNAC les données d'OpenStreetMap et les remettre dans la base de données régionale. J'ignore si je suis parfaitement clair, mais toutes les réponses sont là pour compléter. Et enfin, dans la publication, donc là, c'est toujours la partie arpentage terrain. Moi, je ne rentre pas beaucoup plus dans le détail, mais là, vous avez un exemple des données, notamment OpenStreetMap existantes. Vous avez en bleu foncé des données, des communes sur lesquelles vous avez de la donnée, puis en gris, ce sont des communes sur lesquelles vous n'avez aucune donnée. Ça pourrait être un élément, une fois qu'on aura fait la superposition entre la base de données originale et OpenStreetMap, pour venir identifier des secteurs sur lesquels on pourrait aller faire cet arpentage terrain. On a quand même 2000 km prévus dans le projet, donc il y a possibilité d'aller sur des territoires un peu plus éloignés ou potentiellement se concentrer donc, sur des territoires plus urbains. Et enfin, la publication vers la BNAC. Donc, une fois que les données seront dans OpenStreetMap, mensuellement, dès qu'on finalement on aura traité une collectivité et qu'on aura mis les données sur OpenStreetMap, on aura fait ce contrôle de superposition, le mois suivant, l'export de GeoVélo devrait permettre d'accéder à cette mise à jour-là. Il fera l'export de OpenStreetMap vers la BNAC et donc les collectivités pourront télécharger de nouveau la BNAC, le millésime, pour récupérer les données mises à jour. Et potentiellement, les collectivités pourront continuer à charger les données sur la BNAC directement hors OpenStreetMap. Dernière étape de ce sprint, le renforcement des capacités. Donc, ça a été énoncé, présenté par Madame Chignard. Donc, il y a ces cartoparties qui ont pour objectif de faire un focus, notamment thématique, par exemple, sur un territoire. Je prenais l'exemple du stationnement cyclable dans un quartier de Nice, pour couvrir une zone blanche. On sait qu'il y a des aménagements qui existent. Éventuellement, on a fait un relevé image où il y en a un relevé Panoramax qui existe déjà. On fait une cartopartie pour alimenter ce secteur en particulier ou pour mettre à jour un secteur en très forte mutation et évolution, comme c'est une période depuis 2020 où il y a énormément d'évolution en termes d'aménagement, qui pourrait être donc un zoom sur un secteur pour une mise à jour. Le deuxième volet, c'est la formation. Donc, c'est potentiellement une formation. Donc là, tout est ouvert en termes de possibilités. Il y a ce côté perfectionner ou apprendre l'usage des outils qui permettent la publication de OSM, donc ID et JOSM. Il y a également la possibilité de perfectionner l'usage du SIG et notamment de QGIS pour la mise à jour dans un format type, par exemple BNAC, pour ensuite envoyer ces données vers le portail DataGouv. Et enfin, la troisième approche, c'est la maintenance.
La maintenance, finalement, elle doit permettre d'intégrer des données qui viendront dans un second temps, qui ne sont pas synchronisées avec le projet tel que je vous le présente là. Par exemple, pas plus tard qu'hier, suite à un entretien, on sait qu'il y a un schéma directeur sur un territoire qui va démarrer là en janvier. Donc, on sait très bien peut-être en juin ou en septembre, on aura des données plus ou moins fiables. Peut-être que des arbitrages politiques ont été faits sur les aménagements qui seront réalisés. Peut-être que le diagnostic de phase 1 sur le relevé de l'existant aura été réalisé. Donc, on sait que potentiellement, ce territoire, en septembre, on pourra le recontacter pour récupérer les données du schéma directeur. Donc, cette maintenance sur l'année de septembre 2025 à septembre 2026 doit permettre d'intégrer les données qui vont continuer à évoluer, qui ne sont pas synchronisées avec notre projet. Et puis, ça sera aussi une période sur laquelle on fera ces formations et ces cartes parties, justement pour préparer cette mise à jour continue qui sera nécessaire sur le long terme. Voilà pour mon sprint. Merci Samuel et merci Ségolène. On va prendre un petit temps de réponse aux questions dans le chat et si jamais il y a des questions également, des nouvelles questions, n'hésitez pas à lever la main. On avait une première question sur est-ce que cette base de données fonctionne sur le format de la BNAC, mais vous y avez répondu dans le déroulé de la présentation, je pense, à moins que Samuel, tu souhaites développer un peu ce sujet-là. Peut-être un tout petit peu. En fait, elle comprend toute la BNAC, mais plus. En fait, elle comprend la BNAC et un peu plus. En termes de plus sur les aménagements, ça va être la qualité, ça va être les niveaux de revêtement, c'est-à-dire qu'on va aller au-delà du rugueux ou du lisse, mais on va essayer de spécifier si c'est un aménagement en enrobé ou son matériau. Et puis, on intègre également des tables supplémentaires qui sont le stationnement, les équipements et les services. Ensuite, on avait une autre question sur les interactions et comment vous gérez les interactions entre la base OSM et la BD Topo au sujet des licences. Alors, justement, il n'y a pas d'interaction quelque part. La base régionale, pardon, elle est là justement pour faire comme SAS quelque part, pour empêcher en fait de mélanger les données BD Topo et OSM. Donc toutes les données qui pourront être aspirées par l'IGN ne seront pas des données qui proviennent d'OSM en aucun cas, ne pourront pas l'être, puisqu'en fait, on est vraiment sur deux bases séparées, et elles pourront être aspirées par l'IGN avant que nous, on ait fait ce travail de mise à jour d'OpenStreetMap. Très bien. Ah ben, Sébastien Bourdeau, vous levez la main. Il y avait une question qui par vous sur les contributions Panoramax. Je vous laisse, peut-être c'est pour compléter ou compléter ce que vient de dire Samuel. Oui, pour compléter ce que vient de... Bonjour. Pour compléter ce que vient de dire Samuel, en fait, c'est pas qu'il n'y a pas d'interaction, c'est que l'interaction, elle ne peut aller que dans un sens avec le régime de licence entre OSM et la BD Topo. La BD Topo est en licence étalable 2.0, donc elle est parfaitement absorbable par OSM. Alors, il faut faire le travail d'intégration parce que les modèles de base de données sont pas forcément tout de suite compatible, mais ce chemin-là est possible, alors que, comme le disait Samuel, par le jeu des licences, le chemin inverse pour la donnée n'est pas possible. Et puis, alors du coup, j'ai posé une question dans le chat, je vais l'exprimer. C'était juste pour savoir si, alors je vais compléter un peu, si dans la prestation d'Immergis, enfin le fait de contribuer à Panoramax était inscrit dans votre prestation. Et la deuxième question, c'était de savoir sur quelle instance vous allez déposer toutes ces photos. On est, comme pour les bases de données, sur les mêmes licences. Donc voilà, c'est une question sur le dépôt des données. Alors, c'est une bonne question. Nous, actuellement, dans les relevés images qu'on réalise pour les collectivités, on les met sur l'instance sur la vôtre, sur l'instance de l'IGN. Mais là, dans le cadre de ce projet-là, j'ignore sur quelle instance il faudrait pouvoir déposer les données, plutôt OSM. Peut-être les deux. Ouais, juste, on n'est pas dans le micro. Si, non, pour compléter, c'est vrai que c'est la question qu'on s'était pas. Vous nous entendez? C'est bon? Oui. Ouais, juste pour compléter, c'est vrai que c'est cette question-là, Sébastien, c'est qu'on ne se l'est pas forcément posée. Donc, on
va trancher. Oui, on va y réfléchir. On va y réfléchir, mais je pense que si on est dans la même logique là d'avoir une contribution adéquate, on va dire, entre la région et l'IGN et OpenStreetMap et dans la gestion des licences, potentiellement, oui, on va déposer sur l'instance IGN pour que ce soit réutilisable dans tous les cas, quoi, comme là l'histoire. On va trancher, j'ai pas de réponse, enfin je pense pas qu'on ait une réponse ferme là tout de suite, mais on va se la poser pour trancher, parce qu'en effet, c'est vrai que la question se pose aussi pour cet élément-là, quoi. Ouais, Ok, très bien, merci. Merci. Alors, on avait d'autres questions. On avait une question de Monsieur Millet. Allez-vous intégrer la Fédération des professionnels d'OpenStreetMap dans votre travail, Samuel? Alors, intégrer, disons qu'en fait, on est en lien direct avec la communauté OpenStreetMap, puisqu'il y aura ce côté, de toute façon, dans la partie, bon, il y a le volet technique, on va dire, de chargement de OpenStreetMap qui nécessite un certain nombre de compétences OSM et donc de participer avec la communauté. Et puis, il y a ce renforcement des capacités, ces cartes parties qui va permettre de mobiliser, qui va mobiliser la communauté OpenStreetMap locale. Après, la fédération qui regroupe ces différentes entreprises professionnelles d'OpenStreetMap. En l'occurrence, aujourd'hui, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a on ne planifie pas forcément d'une collaboration particulière, à moins que le sujet se pose sur certaines problématiques. Mais à ce stade, effectivement, non, puisqu'on est vraiment dans un travail d'alimentation de la base de données, donc de numérisation, de compilation, etc. Donc un travail plutôt de géomaticien. Donc aujourd'hui, non, il n'y a pas, c'est pas prévu, il n'y a pas d'activité qui pourrait nous regrouper à ce stade. Par contre, les contributeurs, la communauté OSM, oui, ça bien sûr. Même si ce n'est que le début du projet, ça va monter en puissance très progressivement. Oui, ça marche. Merci. Et on a une dernière question. Alors, il y a plusieurs questions qui ont été déjà répondues dans le chat, donc je vous laisse regarder. Et pour la suite, on essaiera aussi de répondre à vos questions dans le chat et de faire et que les intervenants puissent y répondre. Donc, n'hésitez pas à les poser. Pour la dernière question, c'était sur le cycliste engagé dans les associations, mais qui ne sont pas spécialistes en géomatique. Est-il prévu une formation collective? Oui, il y a des formations qui sont prévues typiquement pour ça. C'est-à-dire, je vous laisse, Ségolène, si vous voulez. Oui, j'étais en train d'écrire la réponse, je la terminerai. Comme je l'ai évoqué, la mise à jour sera vraiment un enjeu et il n'y a pas de raison de se priver de contributeurs volontaires et pourquoi pas des membres d'associations. Les collectivités, évidemment, on pense d'abord à elles, mais si on trouve des modalités où il y a un engagement d'adhérents, d'associations qui ont envie de s'investir sur ce sujet. Après, on est quand même une région avec plus de 950 communes, et c'est vrai que les formations, elles pourront être destinées à des membres d'associations, mais moi j'imagine quand même des associations qui sont prêtes à s'engager sur une taille de territoire quand même assez conséquente. On a prévu 12 séances de formation. On n'a pas encore identifié, tranché si ça sera en présentiel ou en distanciel. Mais c'est vrai que si c'est en présentiel, c'est maximum 12 personnes. Donc il faut qu'on couvre le territoire et il faudra que ce soit des associations qui ont envie de travailler sur un territoire peut-être au-delà de leur périmètre. Voilà. Donc, mais évidemment, on parle d'écosystème vélo, on sait très bien que les membres des associations sont des membres à part entière et extrêmement utiles. Comme le sont les collectivités, comme le sont les agences d'urbain, voilà, pour améliorer la connaissance vélo sur notre territoire. Merci Ségolène. Merci à tout le monde pour vos questions. Merci Ségolène et Samuel pour ces présentations très riches. Je complète ce que disait Julien dans le chat. Les présentations seront disponibles ou seront envoyées, ainsi que le replay de ce webinaire.
On va descendre d'une échelle et je vais laisser la parole à Vincent Meyer de la métropole Aix-Marseille-Provence et à Vincent Tinet pour nous parler des données cyclables dans le suivi d'un plan de mobilité. Vincent, Meyer, je te laisse partager ton écran. Oui. Tu nous entends? Oui, oui. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Voilà. Alors, bonjour tout d'abord. Donc, Vincent Meyer, je suis responsable de l'Observatoire de la mobilité à la métropole. Je vais essayer d'arriver à parler jusqu'au bout parce que j'ai été attaqué par l'IA et j'ai des petits problèmes d'élocution. Mais je pense que je vais arriver à tenir le coup. Donc, voilà. Juste avant de commencer, je voulais juste revenir sur les éléments de contexte sur cette mise en place de l'observatoire. D'abord pour dire que la métropole a été créée en 2016, donc à partir de plusieurs entités, à partir de plusieurs communautés d'agglomération qui ne fonctionnaient pas ensemble. C'est important quand on parle de développement de la métropole actuelle, puisqu'on a beaucoup de retard par rapport à des métropoles comme Lyon ou Strasbourg. Strasbourg, la création, c'est la communauté urbaine, c'est 1967, avec des périmètres qui sont restés les mêmes au moment de la métropolisation. Donc, ça explique aussi certains retards ou certains fonctionnements différents qu'on peut avoir aujourd'hui sur notre territoire. Donc, dans ce contexte, il y avait tout de suite, dès la naissance de cette métropole, un besoin spécifique de centralisation des données qui sont liées au transport et à la mobilité. Pour mémoire, on avait 13 réseaux, et d'ailleurs on les a toujours, de transport qui sont organisés. Et à l'époque, on avait 6 directions de proximité différentes au moment de la création de la métropole. Et donc, on avait une diversité de données qui était assez conséquente, même une diversité d'outils de collecte, puisque les systèmes d'aide à l'exploitation ou les systèmes mobilistiques n'étaient pas les mêmes. Donc, il a fallu homogénéiser tout ça. Puis, il y avait besoin aussi d'une planification globale. Et c'est pour cela que donc le plan de mobilité qui a fait suite au plan de déplacement urbain a été lancé dès 2017 et a été donc approuvé en décembre 2021. Ensuite, il y avait un besoin de connaissance globale de la mobilité sur le périmètre métropolitain. On a lancé donc en 2019 et 2020 l'enquête mobilité certifiée CEREMA, enquête ménage déplacement, qui faisait suite à l'enquête de 2009, enquête ménage déplacement de 2009, qui permettait de connaître en grande partie la manière dont se répartissaient les flux selon les modes et selon les différentes catégories de population. Il y a eu aussi la métropole, lors de sa mise en place, a mis en service un SIG métropolitain qui s'appelle Sigma, qui est donc un SIG à l'échelle de la métropole qui regroupe différentes thématiques. Donc, la création de l'observatoire en date de 2020, on s'inscrit dans ce système d'information géographique métropolitain, même si on ne travaille pas directement sous leur tutelle, mais en tous les cas, on adapte nos bases de données aux exigences de ce SIG. Donc, l'observatoire, c'est aujourd'hui 3 personnes, donc 2 personnes qui datent de 2020 et une personne qui est arrivée il y a 1 an. Et donc, on s'inscrit réellement dans cette structuration-là. Et donc, l'objectif majeur de l'observatoire, à son lancement, était bien de centraliser et d'homogénéiser les données pour fournir cette vision globale. Donc, je vais aller rapidement sur les missions de l'observatoire, mais en tous les cas, il y a donc le motif principal aujourd'hui que je voulais évoquer, c'était bien la collecte et l'homogénéisation de la donnée. Je vous l'ai dit, c'est un territoire hétérogène, des sources hétérogènes, des exploitants hétérogènes, des anciennes autorités organisatrices différentes selon les endroits. Et donc, un vrai souci, donc, il ne s'agissait pas que de compiler, mais ensuite aussi de mettre en place un référentiel commun. On travaille aussi bien évidemment sur l'acquisition de nouvelles données, en fait, l'objectif de cet observatoire, c'est de fournir de la donnée technique,
à des collègues alors, de nos directions, de notre métropole, de la métropole ou d'autres collectivités, mais en aucun cas de communiquer directement avec l'extérieur. Donc, on est effectivement sur quelque chose de complètement technique. Donc, en termes de structuration, on a 4 grands thèmes, dont 3 qui fonctionnent, on peut dire aujourd'hui. Donc, c'est les transports collectifs, bien évidemment, l'automobile, et les modes actifs et modes émergents. Et puis, on a un sujet sur lequel on a bien du mal à avancer, qui est la grande accessibilité et la logistique. Donc, tout cela dans une base de données en format SIG, globalement, Excel, SIG, et qui se font donc alimentés par donc, les différents services, mais aussi par les enquêtes, le plan de mobilité, et inversement, on a des interactions avec ce plan de mobilité puisqu'on en assure le suivi. Ensuite, à partir de cette base de données, on fait beaucoup de prestations, donc on diffuse énormément de données pour les services, pour les différents services, hein, dans le cadre des études. On fait aussi de l'évaluation des grands projets qui sont subventionnés par l'État. Et on devrait, et ça on n'en fait pas assez, des analyses territoriales, en fait, des synthèses de nos données pour essayer de donner une vision globale du territoire et globale et thématique. Pour ce faire, comme on a beaucoup de prestations et comme on a toujours ce souci d'homogénéisation, on a engagé la mise en place d'outils, en fait, de manière à répondre aux services, aux personnes qui ont besoin de données d'une manière assez rapide et facile. Donc, on a engagé la mise en place de différents outils. Alors, on a profité un peu de l'uniformisation de la billettique et du SAE, dont on peut récupérer l'information par tableau de bord. On est en train de monter une carte des comptages routiers, une carte dynamique, donc on peut interroger chaque point pour avoir des informations de comptage routier, une représentation des flux routiers aussi. On a une application qui nous permet d'accéder aux résultats de le vélo, donc du service, pour connaître l'usage de ce service, mais aussi la vie des vélos de ce service. On a en place un tableau de bord de suivi d'exploitation des bus, c'est une synthèse entre la billettique et le SAE. On consulte les bornés RVE aussi. On a bien évidemment raté un petit peu des choses aussi, comme un observatoire ou plutôt un tableau de bord des parkings. Et on voulait mettre en place aussi une matrice de données GPS pour donner des flux GPS pour tout le territoire. On a renoncé pour des problèmes de fiabilité globale. La question des GPS, à mon sens, n'est pas tout à fait mûre encore. Et puis, on a développé une application vélo depuis peu pour répondre, en fait, pour en faire un outil de travail et un outil de consultation. Je vais vous la montrer rapidement. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ouais. Voilà, donc on a différents, sur cette application, on a différents chapitres. Donc, on a d'abord une représentation de la planification du réseau. Donc, on a, par exemple, ici, le plan vélo. Je dézoome un peu. Le plan vélo de la métropole. J'essaye de le mettre, voilà. On a aussi donc, le réseau cyclable qui est inscrit au plan de mobilité. Et on a le réseau tel qu'il existe, et donc c'est bien le sujet d'aujourd'hui. Donc en fonction, on l'a intégré en fonction des sources, et on arrive à remonter notre réseau complet en septembre, voilà, pour avoir une représentation donc de ces réseaux avec normalement des informations
sur ce qu'on a comme voie. Donc ici, on a une voie unidirectionnelle. Donc on a plus ou moins d'informations sur notre réseau. Ça permet donc d'avoir cette représentation. Après, il y a moyen de faire des copies d'écran pour récupérer les cartes en passant par les filtres. Et puis, on a rajouté aussi des équipements et des services. Je vais peut-être enlever ça. Donc, on a là les PEM. C'est les stations Le Vélo, par exemple, à Marseille, avec des informations donc, sur les usages de ces stations. Donc là, on a une Marseille 13e. Ah, non, pardon, sur les capacités uniquement pour l'instant. Mais on est en train de monter aussi, puisqu'on a des informations sur les usages. Donc, on a à chaque fois les différentes capacités qui sont indiquées. Et on a donc les abris à vélo sécurisés avec... je suis en train de les chercher, il n'y en a pas... voilà. Hop. Voilà, abri vélo sécurisé. Donc là on a, de la même manière, on devrait avoir le nombre de places. Là, je suis parti dans le décor, pardon. Voilà. Et on a ensuite d'autres statistiques qui portent sur différents comptages qu'on a faits avec leurs sources. Si on prend par exemple les comptages à Marseille, on a des points de comptage. Voilà. Donc avec les coordonnées du point de comptage. Et puis, ah ben, je suis mal tombé. Je suis un peu mal tombé puisque celui-là, il existe que depuis 2024. Mais en tous les cas, on est à 1088 en 2024. Par contre, on doit en trouver d'autres qui sont un peu plus anciens. On a donc plusieurs... j'ai vraiment pas... Non, c'est pas sûr. Voilà. Ici, avec, on a donc, sur la Canebière, avec des comptages depuis 2021, on voit l'évolution d'année en année de l'usage des vélos. On essaye d'enrichir régulièrement avec des données de comptage. On a des projets actuellement de justement développer les compteurs dans la métropole. Bon, en tous les cas, cette application, en fait, permet aux différentes personnes d'aller récupérer de l'information, puisque c'est juste un lien Internet, en fait. Ça permet aussi, selon les chefs de projet ou les différents techniciens, d'adapter. C'est-à-dire qu'on peut y intégrer ce qu'on veut. On peut intégrer le parking, on peut intégrer les accidents, par exemple, impliquant des vélos. Donc, on garde une certaine souplesse pour une certaine souplesse de travail à partir de cette application. Nous, ça nous évite de chaque fois, en fait, retraiter la donnée pour la redonner, pour la redistribuer ensuite. Donc là, on a tout, on fournit l'application et après, on discute par rapport à ce qui pourrait manquer sur l'application pour compléter. Donc, la thématique du vélo dans l'observatoire a comme une place un peu particulière, puisqu'on a principalement en fait de la donnée qualitative. Et qui dit qualitatif dit subjectif. Qui dit subjectif dit donc hétérogénéité, dit lacune de certaines données. Et donc, on est dans un sujet qui est très mouvant, en fait, et très complexe. La principale difficulté qu'on a, c'est la compétence voirie qu'on n'a que dans 23 communes sur l'ensemble des communes de la métropole. Donc, en fait, on a une connaissance, on n'a pas une connaissance exhaustive du réseau existant. Et l'autre problème, c'est la réalisation des projets. On est dans une situation où on est obligé d'interroger les communes pour savoir ce qui se passe chez eux, en attendant leur retour, qui vient ou qui ne vient pas. Bon, globalement, ça vient, mais on ne sait pas, en fait, si ces retours sont complets ou incomplets. Donc, on est un petit peu gêné par rapport à ça, puisqu'on est toujours dans cette incertitude. Ça, c'est très, très clair. Ensuite, on a le problème de la disparité des sources.
de l'incohérence, qui provoquent de l'incohérence. C'est souvent, on a des associations, on a des services de la métropole pour l'ancien périmètre de la communauté urbaine, on a des communes, chacun a un petit peu sa façon d'appréhender les choses, de voir les choses et d'être soucieux de tel ou tel détail. C'est une vraie difficulté qu'on a. Ensuite, on a un problème de définition même de la nature des équipements cyclables. Est-ce que, à partir de quel moment on considère qu'un marquage au sol est réellement une bande cyclable, qu'on peut considérer comme telle ou pas? Est-ce qu'on a le problème actuellement des zones 30? Est-ce que ce sont des équipements cyclables ou pas? Il y a quelques années, ça en était, ça n'en est plus. Est-ce qu'un panneau suffit? Est-ce qu'il faut des équipements pour une zone 30? Tout ça, c'est des questions qui restent à poser. Ensuite, on a des vrais problèmes d'entretien des équipements cyclables qui finissent par jouer sur le type même d'équipement qu'on a. Une bande cyclable sur le bord d'une route nous pose des problèmes puisqu'elle s'efface avec le temps. Et il y a un moment, on l'a, nous, inscrite en tant que bande cyclable et en réalité, elle ne l'est plus, mais elle peut le redevenir. Donc, ça pose pas mal de problèmes. Et puis, le problème, c'est justement, globalement, une fois qu'on a toute l'information, c'est la vérification des sources et les mises à jour. On peut aller tester, en fait, du réseau quand on voit qu'il existe, mais on ne peut pas aller tester du réseau quand on ne sait pas qu'il existe. On ne peut pas balayer toutes les rues de la métropole pour essayer, ou toutes les voies de la métropole pour essayer de trouver si par hasard il n'y aurait pas une piste ou un équipement qui nous manquerait. Donc, ça fait partie des difficultés de l'exercice de l'observatoire. En fait, on est en train de vraiment s'organiser, puisque dans le service études, on a une personne affectée véritablement au vélo et au projet vélo qui est arrivée, et qu'on mobilise de plus en plus les agences d'urbanisme dans le cadre en particulier du suivi du PDM et du suivi aussi de l'observatoire pour essayer de bien nous organiser pour arriver à répondre à toutes ces exigences-là. Alors, je vais laisser Vincent Tinet nous parler plus précisément des difficultés et des modes de collecte qu'on a mis en place et qui existent aujourd'hui. Merci Vincent pour cette transition. Je te laisse arrêter ton partage. Oui, donc je vais quand même commencer la présentation pendant qu'on essaie que le système fonctionne. Donc oui, je suis Vincent Tinet, je suis le responsable du pôle mobilité. Depuis l'année dernière, on a fait un essai avec la métropole d'intégration des données OSM, des données de suivi de plan de mobilité liées aux aménagements cyclables dans OSM, et c'est cette expérience que je voudrais partager avec vous. Oui. Donc, ce que je voulais, et donc l'idée, c'est de vous montrer quelques exemples de ce qu'on a fait et surtout des difficultés un peu qu'a cité Vincent Meyer juste avant, et aussi de ce qui a bien marché dans ce travail-là. Allez, c'est bon. Désolé pour ce contretemps. Vas-y, Vincent. Allez, c'est bon, vas-y. Donc, juste un mot avant. Qu'est-ce qu'on a fait à l'agence d'urbanisme sur les questions d'open data? En fait, on a pas mal travaillé sur ces sujets-là dans le cadre du partenariat avec la région. Je voulais passer juste très rapidement dessus, mais pour dire qu'on s'en préoccupe et on se pose des questions là-dessus, d'utiliser en particulier les données les données ouvertes aussi bien en entrée qu'en moyen de les stocker et de les partager collectivement. On a fait pas mal de travaux sur les données transport en commun, qu'on appelle les GTFS, c'est les grilles horaires des réseaux de transport, pour produire des indicateurs territoriaux. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait sur 3-4 ans et qui est très intéressant. C'est une donnée extrêmement riche, un peu compliquée à manipuler. Ensuite, on a fait un travail d'analyse des parcs relais sur la région pour lesquels on a fait entre autres une mise à jour on a saisi les résultats de repérage des parcs relais de nombre de places sur OSM. Il y a quelques années maintenant. Par contre, on n'a pas de suivi de ça. Et puis, on a aussi un travail d'extraction d'OSM pour créer des réseaux d'analyse d'isochrone à l'échelle régionale qui était intéressant. Voilà, je ne vais pas aller plus dans le détail. Si vous souhaitez, je peux répondre aux questions. Hop.
Pour les questions d'aménagement cyclable, donc là, on est plutôt dans le travail avec la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc, ça fait maintenant 2 ans que la métropole organise son suivi de plan mobilité qui est donc voté il y a 3 ans. Et la question, elle est toute bête, hein, c'est combien est-ce qu'on a de kilomètres d'aménagement cyclable? Donc derrière cette question toute bête, en fait, il y a beaucoup de travail. Comme je ne vais pas répéter ce qu'a dit Vincent Meyer. En 2022, tout ce travail de questionnaire aux communes, on l'a saisi, entre guillemets, simplement sur un SIG. On l'a dessiné, en fait, de manière un peu basique, et on a calculé un kilométrage. Cette année, on essaie d'aller, entre 2023, donc en 2024, on essaie d'aller un peu plus loin et de faire ce travail de saisie sur OSM. On a voulu tester à la fois la difficulté de le faire et aussi voilà, comment on pouvait s'organiser et en quoi c'était intéressant. Donc c'est bien un test et on s'est contenté de regarder lorsqu'une remontée des communes par questionnaire était absente d'OSM. On n'a pas vérifié les attributs. En particulier, je ne sais pas, imaginons qu'une piste cyclable dans OSM soit identifiée comme étant à gauche et qu'en fait elle est à droite, ou c'est une bande et en fait c'est une piste. Donc ça, on ne l'a pas fait, parce que ce n'était pas le but de l'exercice. On s'est contenté de repérer où les endroits où une commune nous a dit là il y a un aménagement, et en fait il n'est pas dans OSM, on vérifie si on le saisit ou pas. Quand on a fait ce travail de vérification, par contre, on a bien fait le travail de vérifier les attributs, le type d'aménagement, bande, piste, voie verte, etc. Et le côté, qui sont les 2 éléments les plus importants qu'il faut impérativement connaître, alors que sur la plupart des SIG, en particulier quand on doit se contenter de connaître un linéaire, on a juste cette voie-là, quelque part, il y a un bout d'aménagement cyclable, éventuellement une typologie. Donc c'est un petit travail en plus. Donc voilà, on a voulu tester un peu tout ça. Et donc je vais vous donner quelques éléments de retour. Qu'est-ce qui marche bien? Pardon, excusez-moi, on va y arriver. Alors, premier élément, donc les aspects positifs. Globalement, la saisie sur OSM, l'interface qu'on appelle ID, donc les OSM basiques, il suffit de se connecter sur OpenStreetMap, de créer un compte, de passer en mode édition. Somme toute, c'est relativement simple. Donc ça, on a été un peu surpris, on pensait que ça serait plus compliqué que ça. C'est assez facile aussi bien de modifier les attributs que de redessiner des tracés complémentaires, des voies qui sont hors voirie, ou quelques éléments de découpage de tronçons quand l'aménagement cyclable est uniquement sur un tronçon de voirie. Il y a un peu d'apprentissage, voilà, mais pour quelqu'un qui maîtrise un petit peu le SIG, on va dire que c'est largement compréhensible. C'est pas très rapide, mais bon, on avait assez peu de modifications à faire à la main, donc ça correspondait parfaitement à notre besoin. On n'a pas senti la nécessité de faire plus compliqué que ça. La chance qu'on avait, c'est que globalement, il y avait assez peu de besoins de correction. Voilà, la référence OSM est globalement pas trop mauvaise, elle est même plutôt bonne. Donc on a eu beaucoup de communes avec des besoins de vérification, y compris du terrain. Mais c'était plutôt parce qu'il y avait des problèmes de remontée des communes qu'autre chose, et qu'on voulait vraiment vérifier que quand une commune nous avait dit il y a un aménagement là, et qu'en fait il n'y en a pas, ou du moins ça n'est pas un aménagement cyclable, c'est autre chose. On voulait quand même vérifier qu'on ne disait pas de bêtises, en particulier quand Street View était un peu vieux. Voilà. Pour se faciliter de travail, on n'a pas dessiné l'aménagement réel. OSM a tendance, je vous montrerai juste après un exemple, de plus en plus aller dans un dessin fin des aménagements cyclables, géographiques, on va dire. On n'a pas fait ça, c'est pas obligatoire. On a plutôt identifié les tronçons existants, on les a coupés quand l'aménagement était uniquement sur une partie du tronçon, et on a modifié les attributs. Voilà. Et après, effectivement, réimporter, comme on a dit tout à l'heure, utiliser la BNAC comme un outil pour créer du SUG plus classique, c'est assez simple. Le seul problème qu'on a, je ne sais pas pourquoi les gens de la BNAC ont eu l'idée saugrenue de l'exporter en GeoJSON national, qui est le pire format pour une donnée aussi grosse que ça. Donc ça crée un fichier complètement inutilement lourd et qui est galère à redécouper après. Il n'y a pas de nom de commune. Bon, c'est un peu... il y a un vrai problème de choix du fichier, du format SIG qui est un peu débile, quoi, de la façon franche. Oui.
Deuxième élément de remarque générale, pas le positif ou négatif, mais c'est vrai que la taxonomie, la manière de décomposer qu'est-ce que c'est qu'un aménagement cyclable du fichier de la BNAC, il est plutôt bon, il est assez simple malgré tout, mais assez détaillé quand même. Voilà, donc c'est toujours un des problèmes de ces descriptions, c'est que on veut rentrer dans le détail ou pas, c'est pas trop mauvais, on va dire. Ce qui est compliqué, c'est que c'est la correspondance avec les attributs OSM n'est pas du tout évidente. Il manque clairement un vrai système très simple, très clair. Voilà, si vous voulez dessiner ça, ça se fait comme ça. Il y a des éléments sur le wiki d'OSM, mais il n'y a pas vraiment la correspondance avec la BNAC. Et surtout, et c'est là où je vais insister, la quantité de cas exotiques, elle est colossale. Alors peut-être que notre territoire est particulièrement prolixe en idées de méthodes d'aménagement cyclable, mais bon. Alors le premier élément, c'est effectivement, là vous avez une copie d'écran d'un rond-point dans le sud de Marseille. Voilà ce que les traits bleus, c'est les aménagements d'OSM. Donc vous voyez bien que tout est dessiné extrêmement finement, en dehors des traits blancs qui sont la voirie, avec un niveau de dessin qui est fin, qu'on peut, il n'y a pas de souci, on comprend l'utilité, mais effectivement, ça demande un travail assez fin de dessin si on veut correspondre à ce que font les contributeurs OSM. Et clairement, c'est du boulot, parce qu'il faut faire soit du vrai terrain, soit il faut avoir une photo aérienne à jour pour pouvoir le dessiner à ce niveau de détail, alors qu'en général, les attributs qu'on a dans les remontées SIG sont beaucoup plus basiques que ça. Et en particulier, il n'y a pas la petite traversée vélo là, en bas à gauche du rond-point. Typiquement, ça c'est un truc qui n'est pas sur les SIG vélo. On a sur je ne sais pas si j'ai la souris, oui. En gros, on va dire probablement que la souris. Probablement que là, il y a un aménagement cyclable. On risque même d'ailleurs de dire, est-ce qu'on ne sait pas exactement de où à où. Par contre, là, on voit que c'est sur la chaussée, c'est à droite de la chaussée, et en plus, il y a la petite connexion. On va arrêter de bouger la souris. Il y a la petite connexion, etc. Donc ça, c'est un niveau de détail qui est quand même très fin. Et qui, pour beaucoup d'usages, en particulier pour nous, de connaître un nombre de kilomètres n'est absolument pas nécessaire. Donc c'est une des vraies difficultés, hein, c'est à quel niveau de détail on va. Alors, ça, j'en ai parlé, voilà. Il y a deux éléments. Il y a une grande créativité sur qu'est-ce que c'est qu'un aménagement cyclable. Et forcément, quand c'est créatif, on a du mal à le rendre dans des cases de base de données. Et surtout, en fait, il y a souvent des désaccords entre, il y a un aménagement, mais il manque un panneau, il y a des panneaux contradictoires, il y a une peinture, mais qui n'est pas vraiment réglementaire. Et donc, en fait, c'est quand est-ce qu'on saisit un aménagement cyclable. Et donc, là, c'est là où j'ai un poil zoomé sur la diaporama que j'avais prévue pour donner quelques exemples de cas bizarroïdes. Je ne sais pas qui c'est qui m'applaudit, mais merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc là, vous avez les fameux accotements départementaux. Et donc, est-ce que ça, c'est un aménagement cyclable? Il y a une case dans la BNAC. C'est des bandes multifonctionnelles, je ne sais plus quoi. Mais bon, pour moi, ça ne l'est pas, techniquement. Il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de peinture au sol. C'est un accotement de département. Il y a des communes qui nous ont dit non, on a plein de kilomètres de pistes cyclables parce qu'on a ça. Ensuite, on a les aménagements où on peut se dire est-ce qu'il faut un minimum de réalisme pour le saisir. La bande cyclable bilatérale qui correspond grosso modo à l'écoulement du fil d'eau et à l'épaisseur de la peinture, est-ce qu'on le saisit ou pas? Alors techniquement, on a considéré qu'on l'avait saisi, mais bon, c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur de saisir un aménagement de ce type-là comme étant un aménagement cyclable. Mais lui, par contre, il correspond à toutes les règles. On a par exemple là, vous avez une rue qui identifie un aménagement cyclable comme étant un contresens de zone 30. Il n'y a pas de marquage, en soi, il n'y a pas de souci, c'est une des catégories d'aménagement, sauf qu'il n'y a pas de panneau zone 30. Alors, et donc, il n'y a même pas de panneau voie 30 d'ailleurs. Mais bon, il n'y a pas de panneau zone 30. Donc, techniquement, est-ce que c'est un aménagement cyclable? Non, parce qu'il n'y a pas de zone 30, mais il y a un panneau, les vélos peuvent circuler à contresens. Qu'est-ce qu'on fait?
Voilà. Donc ça, c'est typiquement des panneaux contradictoires. Donc ce n'est pas uniquement un problème d'aménagement, de peinture au sol ou d'aménagement physique. Il y a souvent des problèmes de vérification de la cohérence de la réglementation. Et typiquement, celui-là, on a constaté qu'on ne l'a pas saisi. Parce qu'on autorise le vélo à contresens, mais ce n'est pas une zone 30, donc c'est vraiment limite. Et puis voilà, un aménagement de contresens cyclable sans peinture au sol, sans aménagement, c'est pas vraiment un plus, c'est un panneau un peu bon, passant. Est-ce que ça c'est réglementaire? On a un trottoir où on autorise de faire du vélo dans un sens. Bon, je ne suis pas certain, les panneaux, me semble, il n'y a pas de panneau, la peinture au sol me semble un peu limite. Donc on ne sait pas trop. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avoir une bonne connaissance de la réglementation. Et je crois que j'en ai encore deux. Est-ce que ça, c'est un aménagement cyclable? Il y a là un trottoir avec un petit vélo dessus. Il n'y a aucun panneau qui dit que c'est un aménagement cyclable. En pratique, logiquement, ça devrait être un panneau voie verte. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on saisit? Est-ce qu'on saisit? Est-ce qu'on ne saisit pas? De mémoire, on ne l'a pas saisi, celui-là. Voilà, parce que mettre un peu de peinture sur un trottoir, ça ne crée pas un aménagement cyclable. En théorie, il faudrait en plus vérifier les arrêtés municipaux. Non, mais ça, par contre, on ne l'a pas fait. Et le dernier, ceci est identifié comme un aménagement cyclable. Voilà, donc il y a un panneau qui dit que les piétons peuvent marcher. Il y a marqué « Attention au vélo ». Je crois qu'un peu plus loin, il y a un petit panneau, il y a une petite peinture vélo sur le trottoir. Et donc celui-là, je crois qu'on ne l'a pas saisi. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'une bonne partie de la plus-value qu'il peut y avoir dans cet exercice, c'est de faire remonter les cas exotiques et de décider qu'est-ce qu'on en fait et comment on le code. Parce que là, techniquement, pour moi, ce n'est pas une voie verte, à droite là. En théorie, il faudrait le codifier en voie verte. C'est un trottoir accessible au vélo, sauf qu'il n'y a pas de panneau voie verte. Et donc, qu'est-ce que je fais? Et donc, il faudrait. Et donc, à mon avis, là, il y a une plus-value, plutôt nationale idéalement, mais ça peut être au niveau régional dans un premier temps. Ça serait d'avoir quelqu'un, ou un wiki, ou un truc comme ça, qui nous dit, voilà, moi j'ai ce cas-là bizarroïde, qu'est-ce que je fais? Et surtout, est-ce que j'ai une capacité collective d'avoir à peu près la même manière de le codifier? Je vous remercie. Merci les deux Vincent pour vos interventions. Alors, on a vu que ça a suscité des réactions. Il y a quelques questions dans le chat et des remarques. Alors, je vais en prendre une notamment qui est revenue plusieurs fois, toi Vincent Meyer, concernant l'open data. Oui. Il y a eu plusieurs remarques. Je ne sais pas si tu as pu voir dans le chat. Oui. Oui, je regarde un peu. Je te le dis. Oui, j'ai fait un petit raccourci, effectivement, sur la collecte, en fait, de l'information. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti d'une base GeoVélo, puisque on avait passé un marché à l'époque avec GeoVélo pour travailler sur le réseau existant et l'enrichir. Et ensuite, on s'appuie en effet sur Open Data, sur ce qu'on trouve en Open Data, en vérifiant, et c'est là-dessus qu'on fait des vérifications, et sur donc, le suivi du PDM où les communes sont interrogées. Alors, on ne diffuse pas. Alors, il y a une question effectivement sur la diffusion des informations. Là, c'est plutôt nous qui en récupéré sur Open Data et qui enrichissons, et les agences reversent en fait, dans le cadre de leur suivi, reversent les informations en Open Data. Donc, il y a un échange qui se fait entre les deux. Merci Vincent. Alors, ce que je vous propose au vu du temps qui passe, c'est qu'on réponde aux questions, aux remarques dans le chat, et je vais laisser la parole à Cyril Pimontel qui va nous présenter le point de vue d'une association et de tout le travail sur le référentiel cyclable et les données cyclables. Cyril, tu es avec nous? Oui, je suis avec vous. Tu nous entends? Très bien. Je te laisse la main pour présenter la... Oui. C'est bon pour toi? Très bien. Allez, on t'écoute. Alors, je vous partage ma présentation. Vous me dites si c'est OK. C'est OK pour nous, on la voit bien. Merci. Et vous êtes en écran.
Oui, oui, c'est bon. Quasiment en grand écran. Très bien, donc je suis Cyril Pimentel, je représente l'association Vélo en Ville, une association qui est basée à Marseille et qui agit donc pour la promotion du vélo et des alternatives à la voiture particulière sur l'aire métropolitaine depuis maintenant 1996. Donc nous, notre histoire sur les aménagements cyclables, bon, elle peut paraître évidente, mais sur la cartographie, elle est aussi également ancienne. Donc, il y a certaines choses que je vais vous présenter dans ce diaporama qui ont été quand même assez spoilées là où précédemment, donc je vais devoir peut-être passer vite ou faire des redites. Nous, par exemple, il y a 10 ans, on a construit notre propre SIG que vous pouvez voir à l'écran, Oscasim, qui avait l'avantage de montrer, vous voyez, les… Cyril, la présentation nous se diffuse pas, on est toujours sur ta page de garde. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais… C'est possible que ce soit pas le bon écran grand- que vous partagiez. Ouais, le grand écran, ça c'est resté sur l'autre écran peut-être. Voilà. Ok. Le diaporama n'est pas en ligne. Et comme ça, vous y voyez. Ah, c'est bon. C'est bon. Là, c'est bon, ça diffuse. Bon. Donc, voilà, c'était un SIG fait maison qui permettait de… Je vais essayer d'augmenter si vous n'y voyez pas grand-chose, j'imagine. Un SIG donc maison qui permettait de visualiser les données OpenStreetMap. Et ici, on peut sélectionner différents items comme les pistes cyclables, les aménagements cyclables, les zones 30, etc. Ce proof of concept permettait également de permettre aux gens de proposer leurs propres aménagements. Et vous voyez par exemple ici qui avait été proposé entre un aménagement existant sur le boulevard Longchamp à Marseille et le boulevard National, un aménagement ici qui paraissait donc du coup évident quand on fait une cartographie et qui a été donc réalisé cette année. Cette carte avait gagné notamment le premier prix de la région sud, le premier prix de OpenPACA, donc il y a 10 ans. On s'est ensuite concentré sur un autre outil Vigilo qui permet de référencer les différents problèmes qu'on peut rencontrer sur la voirie, que ce soit du véhicule mal garé à l'aménagement mal conçu. Donc là aussi accessible dans un sous-domaine vigilo.veloenville.org. Et puis dernièrement, on s'est attaché à faire un observatoire du plan vélo métropolitain que l'on a sorti il y a 1 an. Vous pouvez voir la carte ici, afin de faire le suivi du réseau structurant du plan vélo métropolitain. Alors, on a également depuis longtemps travaillé avec la métropole pour essayer d'harmoniser ces données d'aménagement cyclable entre leur cartographie et la nôtre. Là, je vous ai mis un compte rendu de la réunion qu'on avait eue en 2018, où on avait comparé donc ces deux cartographies. On s'était mis d'accord pour sortir les zones piétonnes des aménagements cyclables, puisque ça n'était pas des aménagements spécifiques, des aménagements cyclables. Les zones de rencontre et les zones 30 qui n'étaient pas équipées d'aménagements cyclables également. On avait remarqué qu'il y avait pas mal de données qui étaient absentes de la carte de la métropole alors qu'elles étaient présentes sur nos données. Nos données, elles sont sur OpenStreetMap. Mais par contre, il y avait très peu de données qui étaient présentes sur la carte de la métropole qui n'étaient pas présentes chez nous. Donc, on avait quand même beaucoup plus de données à verser à la métropole que le contraire. Ensuite, il y avait quelques ajustements à opérer entre les deux cartographies sur des longueurs de linéaires et puis sur comment on caractérise ces aménagements. Voilà, tout ça pour vous dire que ça fait longtemps que nous, plus de 10 ans, même 14, qu'on travaille sur ces aménagements cyclables et ces cartographies. Alors là, je vais avoir un problème pour passer à la diapo suivante maintenant. Excusez-moi, je ne m'attendais pas à ça.
Est-ce que vous souhaitez qu'on partage votre Non, présentation? ça va aller parce que j'ai rajouté des. D'accord. Sinon, vous avez dans le menu, vous avez diaporama tout en haut. Oui, Et vous le pouvez lance en faire plein lire écran. le diaporama et ce sera en pleine page et vous pourrez avec les flèches faire défiler votre présentation. Et ensuite, ça n'avance plus. Vous voyez. D'accord. Donc là, si j'avance, vous allez sans doute pas voir cette diapo. Non, là, ça avance pas. C'est peut-être un problème de double écran. C'est sans doute un problème de double écran. Ouais. Peut-être que vous ne partagez pas le bon écran du coup. Vous êtes peut-être sur. Si, mais comme il y en a deux, je vais essayer de retrouver une solution plus rapide et que voilà, que de reconfigurer mes écrans. Donc, vous voyez là une nouvelle diapo sur OpenStreetMap, on est d'accord? Oui, là, c'est bon. Donc, nous, le choix d'OpenStreetMap a été évident dès le démarrage et pour d'autres aussi, il y a 10 ans, bon, ça n'était pas évident. Aujourd'hui, c'est un choix qui est évident pour tout le monde. La première de ces raisons, c'est d'avoir un plus grand nombre de personnes signalant de nouveaux aménagements ou des anomalies dans les données ou les parcours proposés. C'est là où une métropole ne va pas pouvoir aller passer au crible chacun des kilomètres de sa voirie. Les citoyens et les citoyennes, eux, pratiquent cette voirie en fait, et vont donc pouvoir faire remonter extensivement les données. En plus de ce référentiel donc, qui est agrégeable, c'est aussi une question d'open data. L'open data, aujourd'hui, c'est une obligation légale. Non pas quand on demande la donnée, mais la donnée doit être d'ores et déjà disponible. Donc, en publiant sur OpenStreetMap, la donnée est disponible à chaque moment dans la seconde où elle a été modifiée. Il y a aussi une nécessité de transparence sur les données qui est atteignable avec OpenStreetMap, puisque à partir du moment où on partage un référentiel commun, on est d'accord sur les données. Voilà, on peut pas dire, voilà, un tel a tel référentiel, il a tel kilométrage d'aménagement cyclable, et un tel a tel référentiel et un autre kilométrage. Dans ce cas-là, on n'est jamais d'accord et on ne se met jamais d'accord sur les chiffres. Là, avec un référentiel commun, il n'y a pas de doute là-dessus. Et je prendrai d'ailleurs pour les mots de... Alors, je ne me rappelais plus qui c'était à l'époque, mais le patron d'Île-de-France Mobilité qui disait que la question de OSM ou de pas OSM n'était pas une question, ça devait être forcément OSM quand ils ont commencé à faire un travail similaire au nôtre aujourd'hui. Je vais passer un peu vite sur les données qui sont pertinentes à répertorier dans une cartographie. Là, c'est un peu une liste exhaustive de tout ce qu'on peut faire sur OpenStreetMap. Donc, on a évidemment les pistes cyclables, les bandes cyclables, bon, que tout le monde connaît. On a des choses un petit peu plus exotiques comme les voies piétonnes ou les voies vertes, un distinguo intéressant, les chemins de halage qui peuvent être pratiqués par les vélos, mais des choses aussi intéressantes en cas d'absence d'aménagement. Caractériser la largeur de la route, la vitesse maximale autorisée, les nombres de voies, le type de route, savoir si c'est pour caractériser en fait le trafic. Voilà, ça, ce sont des données qui sont intéressantes. Les commerces, les restrictions d'accès avec des barrières qui peuvent être très pénalisantes pour les cyclistes, les associations, les maisons du vélo et puis les équipements de type parking, location. Peut être intéressant aussi de caractériser la cyclabilité de certains aménagements en précisant le type de revêtement, la largeur de l'aménagement cyclable, cette fois-ci, et non pas de la voirie totale, la qualité du revêtement, le marquage ou pas des bandes cyclables, puisqu'une bande cyclable peut être marquée au sol sans marquage avec la ligne qui la départage, et puis la séparation avec les piétons et éventuellement les obstacles qui s'offrent à nous. Donc, je passe un peu plus sur le concret, donc des choses qui ont été déjà dites auparavant. Un aménagement cyclable, aujourd'hui, c'est défini comment? C'est défini par un arrêté de circulation pris par le pouvoir de police, donc en général la ville concernée, et une signalisation verticale, puis c'est la signalisation verticale qui fait foi
sur notre territoire. Et s'il n'y a pas de signalisation, mais qu'il y a un aménagement, le cycliste n'est pas censé pouvoir la prendre, puisque lui doit se référer non pas aux arrêtés, mais à la signalisation. Donc, pour mapper, pour cartographier, il nous faut donc ces deux éléments. Premier exemple que je vais prendre, donc le Prado 1 à Marseille, comme vous pouvez le voir en haut à droite. C'est un aménagement qui aujourd'hui est cartographié sur OpenStreetMap. Or, la réalité du terrain, c'est celle des deux photos qui sont en dessous. On voit ces deux photos, il n'y a aucun panneau signalant la piste cyclable, donc aucun panneau sur toute la longueur, donc sur ce kilomètre là devant nous et le même sur la partie gauche. Donc aucun panneau d'aménagement cyclable. Et, les seuls panneaux qu'on voit, c'est un panneau 30 qui semble s'adresser aux piétons ou aux cyclistes, ou un panneau interdiction au vélo qui s'adresse bien à ceux qui sont sur le terre-plein, non pas à la voie centrale, parce que la voie centrale a ses propres panneaux pour interdire le vélo. Donc là, typiquement, dans OpenStreetMap, il ne devrait pas y avoir cet aménagement. C'est le seul aménagement aujourd'hui qui est comme ça sur OpenStreetMap. On a aussi ce cas de figure-là où la piste cyclable devient tellement réduite qu'en fait, on part du principe qu'elle n'existe plus. On voit d'ailleurs notamment un panneau de zone de rencontre qui est censé prendre le relais de cette piste cyclable qui n'existe plus. Il n'y a plus des panneaux, alors qu'il est mappé ici sur la carte à droite. On a d'autres cas encore plus compliqués, comme le boulevard national Nord à Marseille, où là, sur le carrefour, on a une rupture de charge. Donc on ne sait pas du tout caractériser, on ne sait pas du tout cartographier cet aménagement. Là, on a un panneau de voie de bus ouvert au vélo avec le petit panneau sourd en dessous. Donc, sur 4 mètres, on est en voie de bus partagée, mais rapidement, on a une piste cyclable obligatoire juste derrière avec un panneau de piste cyclable obligatoire. Et ça, c'est quand il y a des panneaux. Ensuite, il n'y a plus de panneaux, mais il y a des logos au sol. Des fois, c'est un contresens entre la signalisation verticale et horizontale. Voilà, on doute que les arrêtés puissent être pris sur l'ouverture d'une voie de bus sur 4 mètres. Donc là, ça devient très, très, très difficile de cartographier. Si on veut cartographier, forcément, on est obligé de mettre des erreurs et de ne pas être précis. Une autre problématique qui a été aussi dite précédemment, c'est la voie verte, puisque la définition de la voie verte dans le code de la route, c'est une route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, donc une route, et donc non pas une voie. Et donc on voit ce que ça peut donner, une voie verte utilisée notamment pour le tourisme. On voit bien que c'est une route indépendante, il n'y a pas d'autre route ouverte à la circulation générale. À droite, ça c'est en milieu urbain à Marseille, où en fait on a une voie et non pas une route qui longe la voie de circulation et qui est en fait un trottoir partagé piéton vélo. Donc, ça, c'est un cas pas particulièrement de notre territoire, mais français qui pose de vrais problèmes. Un exemple d'erreur. Ici, c'est la route de la Gineste à Marseille. On voit ici qu'il y a 5 ans, des bandes cyclables ont été retirées d'OpenStreetMap, avec une explication qui explique qu'il n'y a pas de bande cyclable sur la route de la Gineste. Et ça cite les sources, une contribution faite par le serviteur. Et puis, on voit que 3 ans après, certains Simon de GeoVélo nous introduit un attribut sur OpenStreetMap, de Cycleway, d'aménagement cyclable de type Shoulders. Alors, en plus, il y a une erreur de typologie. Le Shoulders, ça ne prend pas de S normalement. Donc, OpenStreetMap ne peut pas l'interpréter. Mais bon, j'ai envie de dire le mal est fait. Un gentil contributeur corrige l'erreur de typologie, mais on voit qu'il y a 6 mois, un autre contributeur de GeoVélo introduit une nouvelle erreur en indiquant qu'il y a des bandes cyclables. Et donc, on revient 5 ans en arrière quand votre serviteur avait effacé ces bandes cyclables. Donc, il a fallu les réeffacer à nouveau. Alors, on peut se demander pourquoi ces bandes cyclables ont été réintroduites alors qu'elles avaient été désintroduites. Et notamment, c'est parce que GeoVélo se base sur une source à eux qui est aménagement cyclable, aménagement-cyclable, et donc des contributions de personnes qui ne contribuent pas directement à OpenStreetMap, mais eux se basent dessus et ne vont pas vérifier ce qui se passe en local, et donc introduisent des erreurs.
Un autre exemple, c'est la route des Thermes. Donc là, on a 7 km de voirie aménagée, ce qui fait 15 km de bande cyclable qui en fait n'existe pas. Si on additionne la route de la Gineste dont on vient de parler, la route des Thermes et puis 3 autres petits tronçons de route que j'ai corrigés dimanche matin avec le café, ça fait 51 km de bande cyclable qui ont été retirés sur un total de linéaire sur la métropole de 562 km. On est quand même pas loin de 10% de linéaire où il y avait des erreurs. Bon. La bonne nouvelle, c'est que du coup, ces erreurs n'existent plus et qu'on peut penser raisonnablement qu'il n'y en a pas d'autres, et c'est sûr qu'il n'y en a pas d'autres aussi grosses. Mais ça prouve bien une chose, c'est qu'il faut absolument travailler avec le département parce que le département, lui, sait très bien que ces bandes cyclables n'en sont plus puisqu'elles ont été rétrogradées il y a déjà plus de 10 ans. Donc ça, c'est la diapo que j'aurais dû vous montrer. Je passe rapidement sur le cas de Halo, où on a 20 km de bande cyclable et 3 km de voie verte, mais en vérité, les 3 quarts des bandes cyclables n'existent pas. Et donc, il ne reste plus que 4 km de bande cyclable et 3 km de voie verte. Mais en fait, comme on compte double les bandes cyclables, puisqu'on compte chaque côté, en fait, ça représente 3,5 km de route aménagée. Donc, d'un côté, on peut présenter la donnée comme étant 25 km d'aménagement cyclable. On peut aussi présenter en disant, en fait, il n'y a que 3,5 km de voirie aménagée. Un autre exemple ici, c'est la piste cyclable de la Corniche qui a été répertoriée comme une voie verte, alors qu'en fait, il s'agit bien d'une piste cyclable et d'un trottoir distinct. Donc, l'erreur est en cours de réparation. C'est un peu long, donc ce n'est pas fini. Ici, il y a une autre erreur sur le boulevard Baille, où pendant le confinement du Covid, il a été introduit, alors par GeoVélo encore, des pistes cyclables de part et d'autre du boulevard Baille, alors qu'en fait, il s'agissait de bandes cyclables. Ce qui a été corrigé, donc ça avait été introduit il y a 4 ans et ça a été corrigé par votre serviteur peu de temps après, ce qui prouve qu'il y a quand même aussi une nécessité de travailler avec les citoyens et les citoyennes qui peuvent corriger ce genre d'erreurs, puisque eux, ils sont sur le terrain. Donc, il y a nécessité de travailler avec la ville pour avoir des arrêtés, pour être sûr de ce qu'on fait. Il y a nécessité de travailler avec le département pour être sûr de ce qu'on fait sur le départemental. Et il y a une nécessité de travailler avec les citoyens et citoyennes pour être au plus près de la réalité du terrain. Ensuite, je passe rapidement sur certains outils de contrôle de qualité pour pouvoir vérifier certaines erreurs qui pouvaient être introduites. Donc, il y a la carte d'OpenStreetMap, évidemment très visuelle. Il y a une autre carte plus centrée sur les aménagements cyclables. Une autre carte qui s'appelle CycloSM, où là, on a une représentation beaucoup plus détaillée encore des différents types d'aménagements cyclables. Et une quatrième carte, la carte Bicycle Text, qui est moins utilisée, mais qui est quand même aussi très précieuse sur certaines données. Il y a un autre outil qui s'appelle Overpass Turbo. Donc là, on arrive un peu sur des détails techniques, mais c'est pour dire à ceux qui seraient tentés de le faire, qui peuvent tracer les modifications qui sont faites par notre association, puisqu'on les source dans OpenStreetMap en mettant que la source pour les vélos vienne de notre association. Et on peut aussi, avec Overpass, suivre les modifications qui sont faites par un utilisateur donné, voilà. Qui soit de GeoVélo ou par exemple de notre association, on peut suivre les modifications qu'il a faites. Voilà. Il y a aussi plein d'autres outils sur Overpass qui permettent de faire du contrôle de qualité. On peut aussi introduire un hashtag dans chacune des modifications et ensuite on cherchera ce hashtag CartoVélo-PACA par exemple pour repérer toutes les modifications qui sont faites dans le cadre d'une opération avec la région et les associations. On peut faire aussi une page web pour suivre toutes ces modifications-là. Et il y a un autre outil aussi qui est très précieux, qui permet de contrôler beaucoup d'incohérences sur les cartes. Malheureusement, je n'ai pas de chrono, mais bon, j'arrive à la fin un peu de ma présentation. Tu peux finir, Cyril, tu peux finir. La FUB,
la Fédération des usagers de la bicyclette, qui regroupe les associations comme la nôtre au niveau national, a édité un baromètre des villes cyclables en 2017, 2019 et 2021 afin de référencer le ressenti des cyclistes partout en France, dans les villes. On pourrait dire que ce n'est pas très objectif, alors qu'en fait, si, puisque c'est bien le ressenti des cyclistes qui fait qu'ils vont se mettre ou pas à faire du vélo. Donc, si les gens ont peur de faire du vélo parce que la ville, ils ont un mauvais ressenti, ben voilà, ça va refléter objectivement en fait, les choses. Donc, toutes ces données-là sont accessibles sur Open Data tiré par Long Vélo. On tape ici le nom de sa commune ou de son EPCI ou de sa région et on obtient les jeux de données du baromètre des villes cyclables pour la commune de Salon-de-Provence, pour la région, ça peut être la métropole. On a la position des améliorations, des points améliorés, bon, les questions qui étaient posées, ça peut être aussi pour l'édition 2021 ou pour l'édition 2019 ou 2017. Il y a aussi carto.parlons-vélo.fr où là, on peut visualiser sur une carte, donc là, la région de Liscanne, on peut visualiser sur une carte, là, en rouge, les tracés qui devraient être, les voiries qui devraient être aménagées en priorité, et en bleu, les zones, les points durs, en fait, qui posent problème aux cyclistes, qui leur paraissent dangereux. Et ensuite, je passe rapidement sur Panoramax, qui a été légèrement évoqué, mais voilà, Panoramax, pour ceux qui connaissaient Mapillary et qui connaissent Google Street View, c'est donc une solution. Donc la présentation m'a été gracieusement mise à disposition par Panoramax. C'était un projet en bêta, on va dire, de cartographie, de collection de photos comme Google Street View pour pouvoir visualiser la voirie avec laquelle on a accès autant aux bâtiments qu'à tout un tas d'objets sur la voirie. Là, on arrive au terme de ce bêta-test, là, au bout de ces 18 mois, en novembre, 18 mois après son lancement. Aujourd'hui, c'est déjà en fait 30 millions de photos de terrain qui sont partagées sur diverses instances, d'où la question tout à l'heure qui a été faite. Voici par exemple la qualité des images qu'on peut avoir avec les différents points de vue, les interfaces qu'on peut implémenter dans différents appareils, que ce soit une GoPro comme des appareils plus compliqués pour pouvoir automatiser tout cela. Et on peut exploiter ces images, notamment en faisant de l'extraction de données, où on peut détecter, par exemple, les panneaux de signalisation automatiquement, qui va permettre d'automatiser un petit peu le mappage, la cartographie en fait, des zones. Alors, on peut, par exemple, facilement repérer une zone de rencontre qui n'aurait pas été déclarée auparavant avec un algorithme de détection. Ce qu'on avait déjà fait avec Mapillary il y a pas mal d'années. Voilà. Les données pour Panoramax. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller vous rendre sur l'une de ces adresses et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Cyril pour cette présentation riche. On voit bien l'intérêt des contributions citoyennes et la complémentarité avec le travail présenté par la région, Métropole, Immergis et la gamme. On a eu des réactions dans le chat, alors pas vraiment de questions, mais il y a eu des réactions sur les deux présentations de Vincent et de toi sur la classification des aménagements cyclables avec des guides qui ont été postés. Après, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat ou les gens en visio qui ont des questions maintenant, alors pour Cyril ou d'autres questions qui vous viennent pour les autres intervenants que vous n'avez pas posées précédemment. Il nous reste encore un peu de temps et sinon on passera à la conclusion et je laisserai la parole à Julien. Si la personne, je vais juste rebondir sur une des slides, là, tu parlais de osmose, Cyril. Du coup, c'est potentiellement quelque chose qu'on essaye d'envisager aussi côté DataSuite, justement sur cette thématique vélo, justement pour essayer de voir si on peut l'implémenter et le régler pour l'échelle régionale, quoi. Bon, évidemment, il y a des questions qu'on ne va pas régler ici, puisque des questions d'ordre réglementaire voilà, sur certains aménagements de traité au national, mais il y a ce travail qui est fait, notamment par la Fédération des usagers de la bicyclette, pour
CEREMA pour harmoniser certains aménagements, on va dire. Rebonjour, j'avais une question à Cyril Pimentel qui contribue au titre du collectif sur OSM. Justement, sur le territoire. Alors, est-ce que le collectif Vélo en ville contribue sur OSM à l'échelle uniquement de la ville de Marseille, mais ou à l'échelle de la métropole? Et est-ce qu'il y a beaucoup de contributeurs? Est-ce que le collectif Vélo en ville est le contributeur majoritaire? Est-ce que c'est plutôt GeoVélo? Est-ce que c'est plutôt un tiers? Quelle vision vous avez? Alors, GeoVélo a eu une prestation par la métropole, mais donc nous, pendant cette période-là, moi, je me suis mis un petit peu en retrait pour voir le travail qui était fait, et donc il y a certaines corrections qui n'ont pas été encore effectuées, mais grosso modo, nous, sur la ville de Marseille, on est vraiment exhaustif. Je pense qu'on est une des villes où ça cartographie le plus et où on est le plus précis. Il y a quelques petites erreurs qui n'ont pas été encore corrigées depuis, mais bon, c'est vraiment de l'ordre du détail. On n'aura pas de grosses différences de kilométrage, on n'aura pas de gros aménagements qui n'auraient pas été référencés, même de petits, ça sera vraiment de très petits détails. Au-delà de Marseille, donc je parlais de Halo, voilà, on contribue, enfin, c'est pas très difficile dessus, parce qu'il n'y en a pas forcément énormément. Donc, on suit aussi sur Halo, sur le plan de CUC. Les départementales dont j'ai parlé, bon, voilà, elles sont au-delà des limites de Marseille, elles sont plutôt dans la métropole. La DABA fait aussi du travail sur son bassin d'Aix-en-Provence. Bon, à plusieurs assos, on y arrive, mais aussi sans les assos. Je veux dire, il y a des contributeurs OpenStreetMap qui ne sont pas forcément dans des assos, même s'il y a beaucoup de connivence quand même entre les cyclistes et OpenStreetMap. Mais je pense qu'on a quand même aujourd'hui quelque chose qui est quand même assez précis. Là où il va falloir aller chercher, c'est vraiment dans des zones hors des radars, quoi. Voilà. C'est là où ça va être intéressant de se rendre compte qu'en fait, il n'y a personne là-bas qui surveille quoi que ce soit. Dans des petites communes où il n'y a pas forcément de contributeurs? C'est ça. Il est facile d'aller voir si des aménagements qui sont déclarés dans OpenStreetMap sont bons ou faux. Par contre, des aménagements qui seraient présents quelque part mais qui ne sont pas cartographiés encore, pour les découvrir, il faut des citoyens partout pour pouvoir les débusquer, j'ai envie de dire. Voilà. Ou des collectivités qui font remonter la donnée à la métropole. Je parle de mon point de vue. Oui, oui. Ok, merci. On a une main levée, donc Simon Réau, je vous laisse la parole. Oui, bonjour, donc Simon Réau de GeoVélo. On a travaillé sur la métropole, oui, on a intégré les données de la métropole, on a fait de la collecte terrain qu'on avait publiée sur Mapillary, et donc normalement elles sont en cours de republication sur Panoramax. Ça nous arrive de faire des erreurs, merci beaucoup de les avoir corrigées. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. Enfin, en général, on travaille avec les assos. J'avais essayé de vous voir quand j'étais venu sur le terrain, mais on s'était raté. Mais enfin, notre travail d'intégration marche toujours avec les contributeurs OpenStreetMap. On fait des erreurs, on les corrige. C'est OpenStreetMap et de la donnée vivante, comme vous avez dit. Et on a besoin de tout le monde. Donc voilà, juste ce petit mot-là. Il y a beaucoup de nos horaires qui ont été pointés. Je vais refaire une passe pour essayer de corriger. Voilà, et je reste à votre disposition si vous voulez qu'on en discute et qu'on corrige ensemble la donnée OpenStreetMap. Ça peut être intéressant, notamment quand la région va se rendre compte d'anomalies dans OpenStreetMap, de pouvoir partager ça. Puisque j'ai bien compris qu'il allait y avoir des boucles d'itération pour améliorer la cartographie sur les deux bases de données, mais ça peut être aussi intéressant de le partager avec tout le monde pour pouvoir éventuellement identifier quelles peuvent être les sources d'erreurs. Alors, du coup, ce n'est pas nous qui travaillons à l'édition OpenStreetMap pour la région. Non, mais là, je parlais plutôt Oui, et dans notre processus, enfin, en général, on travaille toujours avec les contributeurs et ça. Enfin, nous, GeoVélo, quand on le fait, voilà, ce travail-là, et ça reste, on est sur le forum OpenStreetMap, on fait partie de la fédération des pros, donc
pour promouvoir les bonnes pratiques et notamment tous ces contacts. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter, les contributeurs OpenStreetMap à nous contacter. Et ça nous arrive de faire des erreurs. Mais à culpa pour le Shoulders où j'ai mis le S en trop, je ne sais pas pourquoi. Mais il n'y a pas de souci. On communique toujours beaucoup là-dessus. Donc, pas hésiter à reprendre contact avec moi. Et vous êtes la preuve que utiliser OpenStreetMap est quand même le meilleur choix. Alors, pour nous, et on le répète partout, c'est au niveau calculateur vélo, c'est la source la plus fiable et la plus complète qui existe. Jusqu'ici, on n'a pas trouvé d'autres sources, alors avec des différences sur les territoires. C'est pour ça qu'on a une équipe de cartographes qui fait ce travail de cartographie chez GeoVélo. Mais du coup, oui, clairement, aujourd'hui en France, c'est la meilleure source au niveau aménagement cyclable OpenStreetMap. Et avec le plus de détails qui prend en compte aussi tous les cas particuliers, voilà, on peut cartographier une description du terrain, un trottoir qui va être peu large avec un panneau voie verte, une bande cyclable qui va faire que 10 cm de large. Tout ça se cartographie dans OpenStreetMap et ensuite on l'interprète pour exporter dans la base nationale des aménagements cyclables. Merci à tout le monde pour ces échanges. Alors, il est déjà midi, donc pour pouvoir libérer tout le monde pour la pause déjeuner, je vais laisser la parole à Julien qui va conclure ce webinaire. Donc, Julien, je te laisse. Le micro est coupé. C'est bon. C'est bon. Merci. Bon, bah alors du coup, j'ai cru comprendre, alors je plus sois l'idée de Vincent Tinet sur un wiki des bizarreries. Alors j'ai cru comprendre que ce wiki ne serait pas seulement un wiki, mais une bible, et qu'un chapitre entier serait consacré à Marseille. Donc on a hâte de voir. Quoi qu'il en soit, je vous remercie toutes et tous pour... Julien, ton micro, c'est coupé. C'est bon. Ah, c'est bon, vous m'entendez? Non, je disais, quoi qu'il en soit, je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à ce web séminaire de l'observation territoriale. Bien sûr, les personnes qui ont participé, qui ont présenté, mais également les participants. Je vous ai mis alors en lien, désolé pour le gros bloc de plein de liens. Mais si ça vous intéresse de suivre la démarche régionale qui est actuellement menée, notamment dans le cadre du groupe de travail, donc vous avez des liens qui sont en haut. Donc on vous donne rendez-vous. Notre prochaine fois, notre prochain grand rendez-vous sera la journée régionale Avenir et Connaissance du Territoire qui aura lieu le 26 novembre prochain. Philippe Guédu en parlait un peu en introduction. Et puis, bien sûr, pour nous suivre, n'hésitez pas à vous brancher sur la newsletter Connaissance du Territoire et nos profils LinkedIn aussi, où on diffuse quand même pas mal d'informations. Et toujours concernant les séminaires de l'observation territoriale, donc on aura 2 prochains beaux sujets qui seront traités au début de l'année 2025, excusez-moi. L'un qui portera sur la question des données collaboratives et des inventaires de friches, où on mettra notamment en lumière aussi le travail qu'on engage cette année sur le lancement d'un observatoire des friches agricoles et urbaines, avec la SAFER et le CEREMA, dans le cadre de la plateforme Connaissance du Territoire. Et un dernier séminaire, Ciel, mon sol, quelle est la valeur des sols aujourd'hui à l'heure du ZAN et de la mesure de la consommation foncière? Bien belle question qui pose aussi celle des outils de mesure pour en préjuger. Je vous remercie encore toutes et tous pour votre participation et vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt, merci. Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir.